Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre où nous discutons joyeusement de l'actualité de l'automobile électrifiée. On commence comme d'habitude par vous remercier de tous les retours que vous nous faites, que ce soit sur YouTube si vous voulez admirer nos profils de statut grec ou si non merci vous vous contentez de nos voix suaves sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner, à mettre un like ou des étoiles, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, ça faisait bien longtemps. Je suis très content de retrouver notre équipe d'intervenants avec Jean-Christophe Gignac, Andy Bonjour. David et Florent Ferrière. Vous noterez l'absence exceptionnelle de Victor Diakov. Par contre, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas encore. Mais aussi de Nicolas Laperruque qui a été trahi par la technique au dernier moment. Et on commence sans plus attendre par un premier sujet que va brillamment introduire, comme à son habitude, notre grand responsable de l'actualité, Florent Ferrière. Alors Florent, par quoi on commence ? On commence par un premier débat qui est né d'un excellent article d'un journaliste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Andy David, où il s'interroge sur le comportement des conducteurs de voitures électriques qui ont pris l'habitude de ce type de motorisation, mais qui ont un comportement parfois un peu douteux face aux conducteurs qui roulent encore en thermique. Il s'est donc posé cette question intrigante: le mépris nuit-il gravement à la voiture électrique ? Alors Andy, est-ce que tu peux nous faire un bref rappel de cet excellent article que je vous invite à aller lire, voire même tout court à écouter, parce que j'en ai fait, il le sait pas Andy, mais j'en ai fait un billet de podcast la semaine dernière, donc vous pouvez trouver sa version audio. Alors c'est pas avec la voix extraordinaire d'Andy, c'est la mienne, mais j'ai tenté de l'incarner du mieux possible. Alors Andy, La prochaine fois, tu peux me demander directement, je te réponds. Oui, je le ferai alors. Non, alors c'est une idée de sujet qui est née de plein de choses. Vous savez, c'est toujours comme ça, c'est la sérendipité, comme ils disent les gens intelligents. Alors il y a eu une conversation avec quelqu'un du marketing de chez Kia il y a quelques années qui m'a parlé des early adopters et de leur sociologie par rapport à la majorité. Après, il y a eu des trucs, j'ai lu des choses sur d'autres sujets, de Everett Rogers ou de Geoffrey Moore, sur comment les produits rentraient dans notre vie. Et puis, il y a eu un petit déclencheur, c'était un détonateur. C'était un post LinkedIn que j'ai vu cet été, où c'était une dame qui est formatrice, etc., qui avait loué une Spring pour un week-end et qui s'est retrouvée gros gens comme devant parce qu'elle savait pas s'en servir, parce que l'autonomie c'était pas ce qui était annoncé, parce que il y avait pas de combo CCS sur sa voiture. Ça va faire plaisir à notre ami JC. Et grosso modo, ça s'est vite monté dans les commentaires. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça m'a invité à une réflexion, ça m'a fait naître une petite graine dans ma tête, où je me suis dit trois choses. Premièrement, c'est un moment décisif pour le VE, c'est-à-dire on passe du public d'initié au grand public, et c'est un moment décisif parce que en général, c'est le moment où une innovation qui arrive dans notre vie, soit ça s'impose et ça devient la norme pour tout le monde, soit ça repart en arrière, la vague repart en arrière et on oublie ce produit. Il y a des exemples, le Segway, il y a 15 ans qu'on nous disait c'est génial, puis en fait personne n'a pris de Segway à la fin. Et on a oublié cet appareil. Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est je me suis dit tiens, il y a les early adopters. Quand ils parlent à des gens grand public qui sont un peu perdus devant une borne alpitronique, qui sont un peu perdus quand on leur dit combo CCS, etc. Il y en a un paquet qui viennent super agressifs. Il suffisait de lire les commentaires en dessous de ce post LinkedIn, c'était faut pas être futé pour prendre une voiture sans combo CCS. Et si tu veux dire du mal du VE, faut t'acheter une Ioniq ou une Tesla. Et alors là, tu pourras parler. Je sais pas, elle peut donner son retour d'expérience. Et ça m'invite à une troisième réflexion. C'est en gros, on devient les gens qui sont dans le monde du VE, qui sont hyper informés, etc. Veulent, une partie, et je suis vraiment pas en train d'accuser les gens individuellement. Il y a plein de gens qui essaient de faire plein de choses. Je pense par exemple à ce que fait la Fédération française de véhicules électriques, etc. Pour évangéliser, pour parler aux gens, pour expliquer comment ça marche, les trucs tout simples, etc. Qu'on a appris nous sur le tas,
peut-être parce qu'on est un petit peu plus early adopter et du coup on a appris que la voiture elle se débranche à 80%, l'hiver c'est pas la même autonomie, etc. Et les expliquer calmement. Or il y a beaucoup de gens qui rentrent tout de suite dans une posture agressive de si on dit pas que le VE c'est merveilleux de A à Z, alors que la réalité est quand même un peu plus nuancée, on est des traîtres à la cause du véhicule électrique. Donc voilà, je voulais juste lancer le débat parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent sur un piédestal moral et qui disent aux autres le VE vous devez le faire et si vous comprenez rien c'est que vous êtes des imbéciles. Je trouve que c'est pas la meilleure façon de faire la promotion du véhicule électrique. Très bien. Moi, je voudrais avoir d'abord les premiers retours de JC. JC, tu as forcément beaucoup de choses à se dire à ce sujet. Alors, moi, j'étais exactement comme ce que décrit Andy. C'est-à-dire que la voiture électrique, ça me paraissait facile. Et ceux qui critiquaient, ça me rendait ouf. Bon, après... La petite dame en question, là, j'ai répondu à son poste. Je sais pas comment j'ai répondu. Je sais pas si je l'ai insulté. Sur LinkedIn, je m'emporte quelquefois. Non, t'as été très correct et c'est pas toi que je vise du tout. Je tenais à te le dire publiquement parce que c'était pas le dessin derrière. Ah, je me demande, hein. on fait un petit aparté. LinkedIn, c'est souvent des gens, des décideurs qui se voient un peu plus haut que les autres et qui, quand ils postent quelque chose, imaginent qu'ils ont absolument raison et, du coup, il y a souvent des gens à remettre en place. Mais donc j'étais dans cette posture-là, moi. Je pensais vraiment que putain, l'électrique c'est facile. Et en fait, j'ai fait aussi parce que moi j'utilisais beaucoup. Je vais chercher les voitures à Paris, je les ramène à Arcachon. J'utilise la 10, qui est plutôt une autoroute cool, qui est bien équipée, sur laquelle ça se passe plutôt bien. Même on avait fait un test. On était parti un samedi au mois d'août, le jour du chassé-croisé, qui était noir et ça allait. C'était un truc qui fonctionnait pas trop mal. Et là, le premier jour des vacances de décembre, on est parti avec Alex avec une Alfa Romeo Junior Veloce, avec très peu d'autonomie donc, et on a fait l'A6 pour aller au ski. Et là, je me suis rendu compte que c'était un bordel sans nom. Enfin, vraiment, il y avait des files d'attente de 1h30, je pense, à certaines stations, etc. Et je me suis rendu compte que effectivement, si c'était facile, c'est parce que nous, on était des early adopters et que donc, par définition, on est intéressé par le produit et qu'on est intéressé de savoir comment il fonctionne et qu'on est tolérant envers ses défauts et ses qualités. Enfin, surtout, on est tolérant envers ses défauts. Et j'ai compris que, en fait, la masse suivante, donc ce que tu décris dans ton article, je crois que c'est late adopter. Non, c'est pas late. Alors, il y a les early majority, les late majority, donc c'est le grand public. Alors, il y a les gens un petit peu plus informés, qui ont un peu plus d'appétence. Puis après, il y a la late majority. Donc ça, c'est un schéma qu'on retrouve qui vient des smartphones, qui vient de l'univers de l'informatique, etc. et qui s'applique aujourd'hui aux véhicules électriques. Et donc, là, on est sur le grand public, on va dire les 60-70% du public qui jusqu'ici ne s'était pas posé la question, qui rentre ou qu'on va pousser à rentrer dans le monde de l'électrique. Ouais, il y a pas mal avec les incitations aux entreprises, il y a pas mal de gens qui se voient fournir des voitures électriques alors que même parfois ils en avaient pas vraiment envie. Et donc voilà, ces gens-là ont pas la même facilité de se renseigner, parce que dans les commentaires de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais putain, c'est simple, il faut se renseigner un peu, tu sors de l'autoroute, mais en fait une technologie, tu devrais à la limite pas avoir à te renseigner si elle est bonne, quoi. Ça doit fonctionner, tu vois. Et j'ai compris qu'effectivement, la voiture électrique pouvait souffrir de quelques problèmes pour lesquels si t'es pas un passionné ou en tout cas un mec intéressé ou une femme intéressée qui se renseigne, il y a des difficultés, des embûches, comme cette dame qui loue une Dacia en se disant c'est une voiture. Et en fait, c'est une problématique. Elle loue une Dacia sur le concept que toutes les voitures thermiques fonctionnent pareil et ça va fonctionner. En fait, non. Une Dacia sans CCS, quand elle arrivait la première fois à la borne, elle avait pas le bon cas. Enfin, elle comprenait pas, ça se branchait pas, etc. Elle a galéré. Mais en fait, quand tu réfléchis un peu et que tu te dis, mais les gens à qui la bagnole, ça ne les intéresse pas, ils veulent juste un truc pour aller d'un point A à un point B. Ils vont acheter une voiture électrique comme ils achètent une thermique sans se renseigner. Et ça arrivera toujours, quoi qu'on dise. Enfin, même si on a envie d'informer les gens, faire des vidéos, des guides, des machins, il y a toujours des gens qui vont aller chez le concessionnaire, prendre une électrique sans se renseigner. Et ben, pour l'instant,
l'écosystème de la voiture électrique, pour moi, il est pas encore assez quali pour faire rentrer tout le monde dedans. Je me rends compte, et c'est une évidence, et c'est pas la peine de lutter contre ça. La population, la masse, pour l'instant, les planificateurs sont pas assez performants. Il va falloir commencer à discuter, à ce que tout le monde discute ensemble pour se répartir les gens sur les bornes et enfin faire un truc intelligent. Il y avait pas assez de bornes sur la 6. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu une discussion avec quelqu'un de APPR qui m'a dit que sur la 6 et sur tous les autoroutes du sud et de l'est, là, il y allait avoir bientôt des bornes sur les aires de repos, donc ça allait multiplier les points de charge et diluer, mais le problème continue, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, il y a de plus en plus de Nord-Européens qui ont des voitures électriques, donc il y aura toujours des problèmes il va falloir faire des stations de 100 bornes, quoi. Maintenant, il va falloir s'y mettre vraiment. Donc ouais, les planificateurs, les bagnoles qui informent, parce que il y a plusieurs choses. Il y a à la fois les gens qui manquent de civisme, et ça il y en a quand même beaucoup, et il y a aussi beaucoup de gens qui manquent de connaissances. Ça on l'a vu sur une station Electra en particulier, où on a vu une petite dame arriver avec une iX3, une ancienne, à 75%, elle voulait absolument monter à 100% pour faire son voyage à Paris. On a eu beau lui expliquer qu'elle allait rester 1 heure branchée pour 25%, et qu'elle faisait chier tout le monde, il y avait 4 personnes qui attendaient, comprenaient pas. Donc il faut des planificateurs plus performants, il faut des voitures et des bornes qui informent les gens, c'est-à-dire une voiture où sur l'écran il y a marqué en gros t'es à 80, débranche-toi, tu perds du temps. Enfin voilà, pour l'instant c'est encore un peu trop tech, et pour la masse de gens qui arrivent, qui ne s'intéressent pas à la voiture, ou même qui sont contraints alors qu'ils aiment pas la voiture électrique, je pense que l'écosystème est pas encore assez simple. Et en ça, c'est vrai que Tesla, c'est cool. J'aime pas Tesla. Ah, premier bip. Non, mais j'ai pas ma sonnette. Je suis pas un fan de Tesla, mais c'est vrai qu'il faut avouer que la voiture te dit quand tu dois te débrancher, les bornes font payer quand tu restes trop longtemps, etc. Enfin, t'apprends, obligatoirement, tu comprends au bout d'un moment comment ça marche, alors que tu prends une autre voiture, t'as pas les codes, quoi, simplement, et puis les vendeurs n'expliquent pas, etc. Donc t'as pas les codes et tu fais n'importe quoi, soit par volonté, soit par manque d'infos. Et donc voilà, il y a du boulot chez les constructeurs, il y a du boulot chez les développeurs de bornes au niveau des écrans. Je pense qu'on peut faire des choses quand même. Il y a du boulot sur les planificateurs à faire pour que ça soit vraiment plus simple, qu'on apprenne rapidement, 1 fois, 2 fois, on fait 2 erreurs et après on sait. Et voilà. Donc quand j'ai lu l'article d'Andy juste après cette expérience-là, je me suis dit mais tellement, il va y avoir tellement un problème que voilà. Il y a aussi du travail aussi du côté des vendeurs en concession qui devraient peut-être former un petit peu mieux les gens à ce qu'ils achètent. Déjà, il faudrait former les vendeurs. Visiblement, les loueurs qui laissent partir des gens sans la moindre connaissance avec une voiture électrique. Là, elle partait au casse-pipe, cette brave dame. La petite dame, elle était partie. Un loueur qui donne une voiture électrique sans carte de recharge. Oui, la petite dame était partie sans carte de recharge déjà. Il y a d'excellentes cartes de recharge, par exemple ChargeMap, mais ça pourrait être, s'il y a des loueurs de voitures qui veulent contacter ChargeMap pour que ce soit inclus dans chaque location, moi je pense que ça serait une bonne chose pour évidemment pour tout le monde, ça serait plus confortable, ça serait une bonne chose pour nous. Plus confortable pour tout le monde. Non, je voudrais juste rebondir. Alors il y a des loueurs, il y a différentes choses, parce que moi je loue souvent des voitures électriques. Il y en a qui sont très compétents et qui vous disent vous connaissez un peu comment ça marche, vous avez déjà roulé? Oui, en général je dis oui parce que c'est le cas. Sans vouloir frimer. non, mais du coup ça va, je survis même si en étant à l'étranger j'ai eu quelques surprises sur l'interopérabilité, des choses comme ça. Donc il y a ça, mais je pense que c'est aussi une incitation à tout le système et tout l'écosystème électrique à balayer devant sa porte. Moi, j'en ai marre qu'on nous explique que le prix ne peut pas être affiché sur les chargeurs rapides. Je suis désolé. Oui, il y a les abonnements, machin. Il y a un prix maximum qui doit être affiché partout dans les stations essence. C'est normal. Qu'il n'y ait pas un affichage assez clair sur les bornes rapides de c'est le moment de partir, il y a un peu embouteillage, madame, monsieur, ça serait cool de vous débrancher, vous êtes à 85%, c'est bon. Les constructeurs forment un petit peu mieux les gens, et je pense par exemple il y a Mercedes justement sur le CLA par exemple avec la voiture qui vous explique pourquoi votre bagnole elle charge pas plein de tubes. Ça c'est génial. Ouais.
Et en fait, voilà. Mais c'est marqué en petit chez Merco, hein. C'est un tout petit, des petits pictos. Faut que ça soit en big, là. T'es à 80, hop. Là, t'es limité et dégage. Et tout ça, en fait, je voudrais juste qu'on comprenne que dans le monde de l'électrique, les contraintes et les problèmes sont différents de ceux du thermique. Les gens ne sont pas habitués, donc forcément, faut leur expliquer très tranquillement. Et ce truc de la distinction, c'est un peu du Bourdieu de bas étage, mais oui, moi je sais et je vais pas vous expliquer si vous comprenez pas par vous-même, c'est vraiment que vous êtes un crétin, c'est contre-productif parce que ça donne, c'est marrant parce que c'est Moore là, c'est un des spécialistes de on va dire de l'adoption des produits technologiques qui dit l'early adopter, donc la personne qui a le primo-adoptant en français, c'est la personne que le type qui hésite va voir en se disant je vais me renseigner. Si vous et typiquement, je pense que par exemple toi ce que tu fais JC, il y a beaucoup de pédagogie et c'est très très bien, mais c'est souvent le voisin qui donne envie. Ah tiens, le voisin il s'est acheté une i208, il a l'air content, je vais aller le voir et puis on va discuter de comment il utilise sa bagnole, quel problème il a, etc. Si votre seule réponse c'est vous êtes un débile, oui, je veux bien que le monde brûle, je veux bien que comment dire, que philosophiquement la voiture électrique soit plus propre et tout, mais c'est pas comme ça qu'on donne envie aux gens de faire cette bascule là, quoi. Bah justement, j'en profite parce que moi j'ai une théorie là-dessus, si vous voulez l'entendre. Ah oui. J'ai une théorie sur l'origine un petit peu de ce mépris qu'on peut trouver chez les early adopters, parce que moi j'y vois des points communs avec d'autres cercles militants. Je vous raconte brièvement ma petite vie perso. Moi je suis vegan depuis 2010, donc je pense qu'on peut dire que je fais partie des early adopters du véganisme. Et alors, je saurais pas vous dire à quel stade on en est aujourd'hui en France dans l'adoption du véganisme. Pour moi, c'est plutôt stationnaire et embryonnaire encore. Mais j'y retrouve tout à fait ce mépris qu'on peut avoir justement des vieux véganes par rapport aux nouveaux venus, des questions qui peuvent paraître naïves, des doutes, des inquiétudes. Et Là où je vois donc un point commun, c'est que moi je pense quand même qu'il y a aussi une certaine fierté d'appartenir et une impression d'appartenir à une sorte d'élite parmi à la fois les premiers véganes et les premiers utilisateurs de voitures électriques. Ils se glorifient avec cette impression d'avoir eu raison en premier, qu'ils aient raison ou pas, et ils apprécient cette différence. Et alors, officiellement, publiquement, ils vont dire qu'ils aimeraient que tout le monde pense comme eux, consomme comme eux. Mais dans un petit coin de leur tête, je pense qu'ils, consciemment ou non, ils se disent que si tout le monde les suit, la majorité va les suivre et ils feront plus partie d'une élite puisque tout le monde en fera partie. Et donc, quelque part, je pense qu'ils apprécient d'avoir cet ascendant moral et que si tout le monde est sur le même plan, ils ont plus cet ascendant. Et donc, quelque part, ça les dérange un petit peu. Donc, ça va un petit peu nourrir, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains, ce mépris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dis de la merde ou pas? Ouais, bon, tu dis de la merde. Non, je suis d'accord. Très bien. Non, mais tu vois ça avec les gens en Tesla aussi, tu vois un petit peu. Ah, ouais. C'est toi qui le dis là, mais je pensais fortement à Tesla aussi, ouais. Tu vois ça aussi, je pense dans le monde de la politique, dans le monde, tu vois, dans beaucoup d'univers où c'est aussi confortable d'être dans une petite chapelle où on est peu nombreux et on se parle entre nous et on se comprend et on est d'accord. Et on se dit bonjour, justement, c'est toi dans ton article, tu dis, propriétaire de Tesla au début, on se salue, on se croise, on se fait un geste. Bon, une fois que ça a dépassé une masse critique, tu dis plus bonjour à tous les 100 mètres, quoi. Donc, c'est pareil. C'est ça. Alors, pour fréquenter d'autres cercles et d'autres, mondes automobiles, parce que comme je suis freelance, je travaille pour plusieurs
publication. Quand vous êtes en Porsche, par exemple, les Porsche se saluent. Et elles se saluent toujours parce qu'elles sont dans des nombres, je parle des 911. Justement, tiens. On va pas saluer les Boxster. Tu vois, non, voilà, je fais ma petite, ou les Cayenne. Justement, je fais mon petit, je fais exactement ça. C'est-à-dire que attends. Les gens 911, ils font un appel de phare au Boxster quand même. Au Caïman. Je pense au Caïman et au Boxster. Après, je ne sais pas si ils le font au Cayenne et au Macan. Hein. Je ne sais pas. Je suis pas assez souvent en 911 pour avoir des statistiques fiables là-dessus. Mais il y a un effet petit groupe qui est toujours sympa en plus parce que c'est aussi on fait des sorties en commun, on s'aime bien, on parle le même langage. T'as ça dans les voitures anciennes aussi. Hein. Voilà, et c'est super. Sauf que là, on veut démocratiser, ou en tout cas, si on est en faveur du véhicule électrique, on veut démocratiser un produit auprès du grand public. On veut pas rester entre nous, petit cercle de gens qui avaient raison ou qui ont les meilleurs goûts que les autres. Et là, pour moi, c'est là que ça coince. C'est-à-dire que, alors, il y a plein de gens qui expliquent bien, il y a plein de gens qui sont, dans une attitude positive vis-à-vis de ça. Je vois aussi sur les réseaux sociaux comme ailleurs tout le contraire. Et justement, ça participe à mettre du carburant dans toutes les caricatures qu'on peut faire autour du véhicule électrique, que ce soit du journalisme un peu paresseux, que ce soit de la politique politicienne, d'essayer de gagner des voix en agitant des sujets qui énervent la population. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que c'est un peu le moment où là, il faut vraiment qu'on passe au grand public si on veut continuer la croissance, parce que les constructeurs, en plus là, on voit qu'il y a des remises en cause autour de 2035, etc., qui mettent dans la tête des gens. Par exemple, moi, j'habite dans un pays où les gens, où la presse a titré quand il y a eu les annonces de l'Union européenne, c'est fini le moteur thermique continu, et on voit Stellantis qui repropose des diesels, etc. Donc on met le doute dans la tête des gens et c'est logique. Si en plus le véhicule électrique, on participe à la caricature de je suis surplombant, je vous parle depuis mon piédestal parce que moralement je suis meilleur que vous et en plus je vous expliquerai pas et si vous comprenez pas c'est que vous êtes un crétin. Enfin, ça me rappelle quelques profs du collège un peu snob mais qui donnaient pas forcément envie aux élèves de progresser dans leur matière. Je voudrais juste alerter là-dessus et c'est ce que j'ai voulu faire à travers cet article. Qui aura des suites, rassurez-vous si vous voulez suivre ce feuilleton-là. Il y a des phénomènes sociologiques et des choses qui se passent derrière qui peuvent être intéressantes, mais en tout cas il y a des attitudes. Si on veut poursuivre sur la voie du véhicule électrique, il faudra peut-être un petit peu changer. Après le nombre faisant et aujourd'hui c'est 3% le véhicule électrique du parc total. Les gens passent peut-être par l'hybride, ils voient que c'est pas si mal. Je suis pas très pessimiste, je dis juste attention à votre discours parce que ça peut hérisser et encore plus donner. Il y a un sociologue là. Il est reparti. Faudra donner la parole à Florent un moment, quand même, sans doute, Andy, hein. Oui, bien sûr. Qu'on soit pas obligé de débrancher ton micro encore une fois, hein. Non, il y a un sociologue qui s'appelle François Dubé, c'est le mépris, le carburant émotionnel du populisme. Et je voudrais vous laisser avec cette phrase. C'est beau. Vas-y, Florent, faut que tu rebondisses là-dessus maintenant. J'ai du mal à enchaîner. Mais non, mais c'est tellement bien tout ce qu'il dit. Moi, je bois ses paroles. Ouais, ça va, Mais c'est vrai, mais. On parlera du jamais content tout à l'heure. On sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est du tout. Mais, j'ai envie de dire, visiblement, de tout ce que vous dites, ce que je retiens, c'est qu'il y a un besoin d'apprentissage et de formation. Pour aller au-delà du cercle early adopter, et il faut tout ça. En fait, moi, il y a une critique que j'aime pas, ça j'ai déjà pu écrire là-dessus, sur ceux qui ne veulent pas de voiture électrique, c'est oui, il faut apprendre ceci, il faut apprendre cela, mais chaque rupture technologique demande un apprentissage. Vous êtes passé du téléphone à clavier à un smartphone à écran, vous avez appris à vous en servir, et vous êtes content de l'avoir fait. Donc, l'électrique, si on veut avoir profité des avantages, il faut notamment l'avantage que ça coûte bien moins cher à l'usage, il faut faire l'effort d'avoir un apprentissage. Donc il y a toute une partie apprentissage par contre à développer, mais c'est vrai que c'est pas aux gens eux-mêmes à découvrir et c'est ce qui est intéressant, la notion qui est intéressante dans ton article. Mais moi aussi j'avais envie un peu d'élargir sur un autre aspect de gens qui ne veulent pas passer à l'électrique. C'est parce qu'en fait la voiture pour eux c'est pas aussi simple à utiliser qu'une thermique.
Et là-dessus, je commence un peu quand même à les rejoindre, un peu à les comprendre, parce que, on arrive en 2026 et il y a quand même beaucoup de voitures électriques qui demandent vraiment de s'adapter. Franchement, il y a trop de contraintes en matière de prix à l'achat, d'autonomie, de recharge. Et pour moi, autant apprendre à la brancher, à la recharger, oui, il faut apprendre ceci. Mais par contre, le fait que la station-service, la borne de recharge soit HS assez régulièrement, qu'on se retrouve en rade, que comme tu l'as dit Andy, on se retrouve face à on sait même pas ce qu'on va payer, ou même on se retrouve avec des modèles en 2026 qui coûtent cher et qui ont une autonomie pas terrible. J'aurais bien aimé que Victor soit avec nous là pour qu'il nous parle par exemple de son essai de la 4L, qui franchement, vous avez une voiture qui pour plus de 30 000 euros à 300 km d'autonomie réelle, en 2026 c'est plus possible. Et pour moi, il y a un côté mépris dans le sens où ceux qui roulent déjà électriques en disant mais tu devrais t'y mettre quand même, je comprends pas que tu t'y mettes déjà. Mais moi je regarde le côté aussi que le marché propose encore tout un tas de véhicules mais vraiment pas bons. Et pour moi cette fois on en est arrivé à une période où je trouve ça choquant. On est en 2026, on part quand même du principe que en 2035, alors là il y a une petite reculade, mais l'Europe voulait qu'on passe au 100% électrique. 2035 c'est dans 9 ans à l'échelle de l'industrie automobile, c'est rien 9 ans. La voiture existe depuis 120, 130 ans. La voiture électrique, certes, elle est assez récente, mais moi, je pars du principe quand même qu'au bout de 15, 20 ans, il y a des marques qui ont prouvé qu'on peut arriver à des modèles qui sont faciles à utiliser. Voilà, on en revient quand même souvent à Tesla. Quand en ce moment, vous avez alors il y a des promos, des remises, mais pour à peine plus de 30 000 euros, une Model 3 qui propose 500 km d'autonomie, qui recharge bien, eux, ils ont vraiment pris de l'avance. En face, quand on voit des modèles assez pourris, on se dit, on est en 2026. Moi, ça me choque. Et je peux comprendre qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui ont pas envie de s'y mettre à l'électrique avec ce qu'on leur propose, et au prix où on leur propose. J'abonderai dans le sens où, en plus, plus une voiture électrique est chère, mieux elle est. Et plus elle est simple à utiliser. C'est-à-dire que, si vous achetez une voiture d'un constructeur à 50 000 euros, vous achetez une Mercedes CLA, honnêtement, vous avez 700 bornes d'autonomie, tranquillou, la vie est belle, franchement, je vois même plus pourquoi on achète une thermique. À part pour ceux qui aiment le plaisir du rugissement du moteur, etc. Mais bon, comme c'est un 4 cylindres Geely, en fait, sur la version thermique, peut-être pas. Là où je suis plus embêté, c'est quand on dit aux gens, en fait, alors vous avez payé 45 000 euros une voiture qui a que 300 km d'autonomie, sur autoroute ça fera 200, 250, et puis elle recharge à 80 kW, etc. Et y compris même des voitures, c'est-à-dire que voilà, il y a cette échelle de prix qui fait que en dessous d'un certain prix, on a des voitures aux performances ou en tout cas à l'autonomie limitée. Il y a du mieux qui arrive, ça progresse. Je sais que là il y a une voiture qui va arriver sur le segment B, donc taille Clio, etc., autour de 450 km d'autonomie. Ça devient intéressant. C'est laquelle ? Je peux pas le dire. C'est sous embargo. Je peux pas le dire. Une voiture. Moi, je le dis. Mais voilà, il y a. On te le dira après, j'y sais. Mais aujourd'hui, en fait. Je le posterai sur Insta pour les abonnés. Il a pas été invité une fois de plus, en fait. Encore. Attends, j'ai peut-être refusé. J'en ai refusé beaucoup là. Mais voilà, il y a comment dire, il y a une échelle où utiliser une voiture électrique coûteuse, c'est plutôt facile, et avoir une voiture électrique pas chère, ça pose des problèmes et ça pose des limitations. Donc forcément, les gens qui ont un budget assez limité vous disent oui, mais en fait moi j'ai pas envie, et on les comprend. Ouais, oui, et puis surtout. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, mais voilà, juste pour dire où ça coince, c'est que cette fois on a un discours politique qui incite des gens qui ont justement des petits budgets à passer à l'électrique, mais avec des véhicules qui peuvent pas convenir vraiment à leur usage quotidien. Donc, moi, je comprends pour l'instant, il y a une grande partie de la population qui a envie de rester au thermique. Mais voilà, ce qui est gênant, c'est qu'il y a le discours politique qui incite à aller vers l'électrique dans un délai très court. Et pour reprendre ce qu'a dit Andy avant, on dit oui, ça va arriver, mais ça fait des années qu'on nous dit ça va arriver. Sauf que
si l'Europe vraiment maintient cette barrière de 2035, pour moi, ça coince cette fois. C'est-à-dire que, bon, après, les progrès, ils sont fulgurants quand même. Hein. En 10 ans, les voitures électriques, c'est devenu quelque chose de quand même assez cool, quoi. Comparé aux Zoé de 2015. C'était 2016, non, qu'elle est sortie? Je sais plus. 2013. 2016, tu devais avoir la Z40 déjà, non? Quelque part? Ou c'est 2018? Je sais plus. Bref. Mais moi, je voudrais reparler d'un autre truc. Il y a le permis de conduire. Il y a aucune formation sur la voiture électrique pendant le permis de conduire. Aucun truc vraiment très intéressant, tu vois, qui t'apprend les bases. C'est dommage. Ça peut être le premier step pour apprendre, parce que quand même au permis de conduire, t'apprends où est le truc la jauge à huile, le machin. Tu pourras apprendre la recharge, quoi. Ce serait cool. Moi, je voudrais dire juste un autre truc pour revenir au post LinkedIn qui a déclenché ton article. Il y a un truc aussi, c'est que nous, les conducteurs de voitures électriques, on s'est fait beaucoup moquer, dégommer au début par les antis qui étaient très 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 nombreux, et qu'aujourd'hui, quand t'as un anti qui poste quelque chose qui est à côté de la plaque, parce qu'en fait, cette dame aussi, il y avait un côté aussi donneur de leçons. Moi, j'ai fait ça, c'était nul. Pour moi, l'électrique, c'est pas prêt. Elle connaissait pas son sujet. Un petit côté donneur de leçons, alors que nous, on s'en est pris plein la gueule depuis le début. Je peux comprendre aussi que ça déclenche en face un petit ras-le-bol, genre renseigne-toi avant de poster, quoi. Enfin, si c'est Gérard au PMU qui te dit ça, c'est normal qu'il soit voilà. Mais si c'est une meuf qui a un peu d'influence, qui poste sur LinkedIn un article complet en disant l'électrique c'est pas prêt, alors qu'elle a pris la plus grosse des merguez, c'est relou, quoi. Bon. Oui, et elle repose cette conclusion sur sa petite fenêtre d'expérience. Exactement. Ouais. Pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je voudrais dire un autre truc, on a parlé d'amélioration, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Florent. Moi, les voitures qui chargent en 30 minutes, c'est plus possible. Hein. Et il va falloir arrêter. Parce qu'en fait, on demande à mettre plus de bornes. Mais si tu prends que des voitures qui chargent 2 fois plus vite, l'infrastructure, elle peut être 2 fois moins grande, quoi. C'est un peu con, mais c'est vrai. Les voitures qui chargent en 35, 40 minutes, c'est plus possible, faut arrêter, quoi. C'est devenu un peu une norme, genre à partir du moment où elle charge en 30 minutes, ça va, mais non, en fait, ça va pas, en fait. Faut arrêter. Faut vraiment faire. C'est l'effort, efficience, vitesse de recharge. C'est l'effort que tout le monde doit faire pour fluidifier les recharges quand il y a beaucoup de monde sur la route. Et là, je vais vous choquer. Aïe, aïe, aïe. Parce que déjà, tu m'as choqué, là. Le 30 minutes, pour moi, c'est déjà extrêmement court, mais... non. Et élitiste, j'ai envie de dire. Ça dépend de tes besoins. Ça dépend. Donc, non, mais ça dépend. Mais une Tesla... choqué, donc j'attends la deuxième couche. Une Tesla Model 3 long range qui te fait 450 km d'autoroute, si elle charge en 35 minutes, ça va, parce qu'en fait, elle va rarement faire des 35 minutes. Mais une Renault 4... Ouais. Qui en plus charge en 30 minutes, bon, c'est chiant, quoi. Parce qu'elle va s'arrêter souvent, ce côté la borne. Et je me suis dit que du coup, et ça c'est parti d'un constat d'un pote, il voulait acheter, il a été essayer une G9, il l'a trouvé bien. Il est parti au ski. Donc il a vu les panneaux sur l'autoroute. 1 heure d'attente à la prochaine station, il m'a dit je vais attendre. Et en fait, c'est là que je me dis que finalement pour tous ces gens, peut-être qu'une RF c'est pas mal en fait. J'ai jamais essayé des RF, je sais pas si c'est bien. Mais ce fait de conduire tout le temps à l'électrique et d'avoir le petit moteur pour les moments relous. Donc RF, c'est électrique avec prolongateur d'autonomie. C'est ça. C'est une voiture électrique avec une batterie qui normalement va être suffisante pour la vie de tous les jours. Et puis t'as un petit moteur thermique qui vient recharger la batterie. Un générateur. C'est pas du tout une voiture thermique, c'est-à-dire c'est pas et une thermique et une électrique, c'est vraiment une électrique avec un générateur. Et je me dis, en fait peut-être que pour commencer, pour pas mal de gens, ça peut être une solution, parce que je pense que c'est quand même mieux que l'hybride rechargeable, parce que vraiment tu conduis en électrique, et que je pense que l'expérience est dégradée quand le moteur thermique s'allume en fait. Et pourquoi pas, voilà, à tester, et ça peut être un premier gap, parce que effectivement aujourd'hui, à certains jours dans l'année, c'est difficile de faire un long trajet sans s'y connaître vraiment. Peut-être ce sera plus le cas dans 5 ans, mais pour les débutants, c'est peut-être pas mal, quoi. Voilà.
Je te rejoins, moi, parce que nous, on a beaucoup de commentaires. La ligne éditoriale d'Automobile Propre, ça reste hybride et hybride rechargeable électrique. Et on a, malgré le fait que le site soit lancé en 2008, on aurait pu suivre et tu vois, au fur et à mesure que l'électrique se développe, se dire, écoute, on estime que dorénavant, les hybrides rechargeables, on n'a plus besoin de ces phases intermédiaires et tout le monde peut avoir de l'électrique, mais on décide de continuer parce que on continue d'être convaincu, malgré les commentaires qu'on peut avoir très négatifs sur nos essais d'hybrides, eh bien, on pense que ça reste une porte d'entrée, peut-être une petite graine qui, l'hybride, on va pouvoir entrevoir le confort de l'électrique sur les phases d'électrique. Hybride rechargeable, ça permet d'avoir une première expérience justement avec les bornes, avec la recharge elle-même, et au fur et à mesure qu'on se sent à l'aise, au final, peut-être qu'on passera au 100% électrique, mais quoi qu'il arrive, c'est un progrès pour réduire ces émissions de CO2. Donc, j'ai envie de dire que je suis d'accord. Je suis pas si choqué que ça finalement, JC, et que je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que si l'enjeu c'est de réduire notre enveloppe CO2, vaut mieux peut-être que des gens passent à l'hybride plutôt qu'ils continuent à l'électrique aussi. Ouais. Et j'ai aussi un mea culpa à faire, parce que moi je pense que je suis peut-être aussi dans la case des early adopters de l'électrique, mais j'ai surtout une voiture électrique de early adopters, je pense. Donc est-ce que je rappelle ce que c'est, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant. C'est quoi déjà C'est une Seat Mii et oui, électrique, avec sa petite batterie de 32 kWh, 260 km d'autonomie WLTP, recharge en 40 kW en DC. Moi avec cette voiture je fais tout, c'est-à-dire que c'est une voiture qui fonctionne absolument parfaitement dans 95% de mon utilisation, c'est-à-dire une utilisation urbaine périurbaine. C'est parfait, ça consomme que dalle, c'est vif, ça se faufile bien. Et puis pour les 5-10% qui restent, c'est pour aller un peu plus loin avec des recharges intermédiaires, voire aller très loin. Je suis parti de Strasbourg pour aller en vacances en Bretagne. J'y arrive, mais peut-être que je mets pas. C'est au prix de concessions certaines qui vont, parce que alors concessions. Ça serait une concession peut-être pour quelqu'un d'autre. Moi, ça m'amuse, je l'avoue, chacun ses vices. Mais c'est des concessions quand même où ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va et donc plus fatigant, plus pénible. Et peut-être que je donne pas forcément cette impression-là quand je fais des retours sur les réseaux sociaux ou dans mes articles sur le fait que il y a quand même une concession dans cette utilisation exceptionnelle de cette citadine qui, par définition, n'est pas faite pour traverser la France de part en part. Mais le progrès est que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire traverser la France de part en part dans ma petite voiture électrique, donc en 2026, c'est possible aujourd'hui. À sa sortie en 2020, avec le réseau de charge qu'il y avait à l'époque, ça n'aurait pas été possible. Donc, quelque part, voilà. On a... Aujourd'hui, c'est possible au prix de concession. Avant, c'était même pas possible, même si on était prêt à faire toutes les concessions. Donc, c'est quand même un progrès. Voilà, je tenais à dire ça. C'est pas trop hors sujet, je crois. Non, non. Non, on est d'accord. Mais on se parlait justement des concessions et des early adopters, etc. Les early adopters pardonnent beaucoup de choses. Et c'est ça. À leurs produits, parce qu'ils pensent que c'est l'avenir, parce qu'ils pensent participer à une aventure, etc. Le smartphone, pourquoi ça a marché? Parce que c'était un téléphone. Ça permet de téléphoner, puis en plus ça faisait d'autres trucs. Si le smartphone, les conversations téléphoniques étaient beaucoup plus compliquées, les gens auraient peut-être pas si tant adhéré que ça à ce concept. Si tu te rappelles bien, ou alors s'il y a que moi, non, il y a aussi JC parce qu'il est vieux comme moi, mais au début du smartphone, il y avait quand même, on lui reprochait la taille que ça faisait, l'épaisseur et par rapport à un téléphone classique à boutons et à petit écran. Et c'était, il y a des gens qui le rejetaient pour ça en disant, ah mais ça je peux pas le mettre dans ma poche, ça me sert à rien et j'en veux pas. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Non, je suis d'accord, mais ce que je dis, voilà, c'est que, en fait, on peut pas nier la particularité du produit véhicule électrique et faire semblant qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a.
Et il y en a, et si on arrive, nous, en disant non, tout va bien, c'est formidable, si vous y arrivez pas, c'est que vous êtes un imbécile ou une imbécile, je pense qu'on tire un but contre notre camp, entre guillemets. Mais je voudrais juste rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, peut-être bien. Non, mais non. J'ai mal mis la virgule, calme-toi. Au moins nos familles et nos amis, j'espère. J'ai dit, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ne roulent pas en voiture électrique et qui se disent là, waouh, c'est la misère. En fait. Oui, remets l'église au centre du village. Par exemple, je me mets moi en exemple, parce que voilà, j'ai une maison, une borne de recharge à la maison, une borne de recharge au bureau. L'expérience électrique est incroyable. Je paye 100 fois moins. Je vais jamais à la pompe. Je suis à 100% tous les matins. C'est de la balle absolue. Il y a juste, effectivement, parfois, tu pars un samedi de gros départ sur une autoroute qui est encore pas très bien équipée, où il y a des Européens de l'Est, du Nord qui viennent chez nous et qui roulent beaucoup en électrique, où il peut y avoir des petits problèmes. Si tu peux pas recharger chez toi, c'est un petit peu plus chiant, mais il y a des situations, évidemment, où la voiture électrique est absolument supérieure en tout point à la voiture thermique. Et c'est pour ça que ça marche bien, et c'est pour ça que les gens sont contents à plus de 95%. Je pense que ce chiffre va baisser maintenant qu'il y a de plus en plus de gens en société qui ont des voitures électriques, on va voir. Mais c'est quand même une expérience géniale. Voilà. Mais tout à fait. Il faut aller jusqu'au bout, là, maintenant. Il faut pousser dans tous les sens. Est-ce qu'on a fait le tour? On passe au sujet suivant? Florent, t'avais quelque chose d'autre ou non, on passe à la suite? Passons à la suite alors, s'il te plaît. Est-ce que vous m'autorisez 2 secondes juste pour aller vérifier que mon enfant est vivant? Oui. Est-ce qu'on peut laisser ça? De pas couper cette partie. Fonce, s'il te plaît. C'est bon, l'enfant est vivant. Il respire encore. Allez. Ouais. On est tout bon? On enchaîne? Jacques. Florent, passons au sujet suivant maintenant. C'était un bruit de paix, ça, ou quoi? J'ai rêvé ou? Non, c'était un bruit de chaise qui bouge, je pense. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est l'excuse qu'on donne à chaque fois. Tout à fait. C'est le coussin. Ou le chien. Florent, sujet suivant, s'il te plaît. Il faut enchaîner là-dessus. Mais si, on y va. Mais oui, mon cher Pierre, on va parler du malus écologique. Alors, un petit rappel, le système de bonus-malus a été lancé en 2008. Mais depuis, le bonus, lui, il a disparu. Il a été arrêté officiellement en 2025 et remplacé par une nouvelle prime, on appelle ça la prime CE, qui n'est plus payée par l'État, mais qui est payée par les fournisseurs d'énergie. En revanche, du côté de l'État, il y a toujours le malus. Et lui, il a été rendu de plus en plus sévère, ce qui fait qu'en 2026, la taxe sur le CO2 commence à partir de 113 grammes par kilomètre. Ainsi, même une petite Dacia Sandero est taxée. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus du malus CO2, il y a un malus au poids qui commence à partir de 1500 kilos. Et même s'il y a un petit abattement, celui-ci commence à faire des dégâts sur les modèles hybrides rechargeables. Alors on se demande s'il n'y a pas eu un dérapage incontrôlé de ces taxes qui touchent désormais des modèles plus écologiques, ou si c'est une taxe justifiée pour pousser les automobilistes dans une seule direction, celle de la voiture 100% électrique. Eh ben, vaste sujet. Qui veut commencer? Toi, Pierre. Pour une fois, c'est ça? Ouais. Alors, il y a 2 sujets quelque part. Il y a à la fois le malus et donc maintenant le malus au poids. Forcément, quand moi je redécouvre un petit peu les montants des malus, parce que quand on travaille pour Automobile Propre, c'est pas forcément quelque chose on couvre plus les bonus que les malus. Et j'ai découvert que depuis mars, le malus va jusqu'à 70 000 euros. Je dis pas de bêtises. Donc ça peut arriver jusqu'à 80, non? Plus que ça, même 80 cette année. 80 cette année. Pour moi, c'est incroyable. J'ai du mal à vraiment j'ai du mal. Point. Je trouve que c'est une hérésie complète pour plusieurs raisons. C'est que justement, alors on parle vraiment de ceux qui ont les plus gros malus. C'est quand même très très souvent des voitures qui sont des voitures passion, des voitures très puissantes, des voitures avec lesquelles on roule très peu au final, en général. C'est des voitures plaisir, des voitures du week-end. Et
qui sur l'année, même si quand on l'utilise, elle consomme énormément, eh bien sur l'année, leur émission de CO2 va être négligeable, on va dire, par rapport à quelqu'un qui va faire 30, 40 000 kilomètres avec une voiture qui en émet peu. Et ça m'inspire deux choses. Un, que qu'on a une politique comme ça qui impacte très très exagérément, c'est-à-dire à mon avis personne peut comprendre qu'on puisse atteindre des malus comme ça à part une frange minuscule, des véhicules qui sont alliés à la passion, et qu'en même temps de l'autre côté on favorise des véhicules très pragmatiques de voitures économes et électriques. Eh bien on favorise cette opposition qui peut tourner à la confrontation et qui alimente un petit peu le rejet du VE, où les gens pensent forcément que ce qui était la théorie de base, c'est on prend le malus pour donner le bonus aux électriques. Et là, c'est purement on tue, pour beaucoup de personnes, ça veut dire tuer la passion automobile telle que énormément peut la concevoir, c'est-à-dire avec du bruit et des V8 et compagnie, pour alimenter des voitures électriques. Et je trouve que ça peut que accentuer ce rejet des voitures électriques. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, c'est que il me semble on sait déjà, parce que la critique est facile et l'art est difficile. Par quoi on pourrait le remplacer? Moi, j'ai déjà eu une réflexion là-dessus. Où je me dis que et si c'était pas juste la taxe au litre de carburant qui était déjà le meilleur levier, en tout cas le levier le plus juste, et quand je dis juste, c'est pour arriver à diminuer le maximum les émissions de CO2, et pas, voilà, il y a un côté social, il y a un côté économique qui est encore un autre sujet, parce que à partir du moment où on a un litre de carburant qui est plus cher, ça va orienter les gens naturellement vers les véhicules qui consomment le moins, et ça va aussi favoriser le fait que même si ils choisissent un véhicule qui consomme un petit peu plus, ils vont améliorer leur éco-conduite par exemple, et où ça devient un petit peu un cercle vertueux où ils lèvent le pied, c'est bon pour à tout un tas de niveaux, et je trouve ça plutôt bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça existe déjà, en fait. Je veux dire, oui, voilà. Mais peut-être que justement, il faudrait, au lieu de mettre un malus à 80 000 balles, alors c'est pour très peu de véhicules, mais est-ce que juste, je sais pas, rajouter 10, 20 centimes, peut-être que je vais me faire hurler dessus, 10, 20 centimes au prix du carburant, et pas mettre de malus, ça serait pas une sorte de juge de paix où après les gens ils choisissent ils choisissent leur modèle en fonction de leur utilisation, et après en conduisant de façon adaptée. Mon cher Pierre, je crois que c'est en route, ça s'appelle le TS2 et c'est le truc qui démarre à l'échelle européenne en 2027 avec la taxation des carburants supplémentaires pour compensation carbone. Donc je pense que quand le public sera au courant, il sera pas ravi de cette nouvelle-là. Il sera pas ravi de cette nouvelle-là si ça s'ajoute à déjà des malus à 10, 20, 30, 40 000, 80 000 balles. Et ça, je pourrais le comprendre. Non, en fait, un litre d'essence est déjà composé de 60% de taxes. Donc, on peut partir d'un principe assez simple. C'est celui qui achète une 911 qui fait 15 litres au 100. Il assume qu'elle fasse 15 litres au 100. Il assume d'aller souvent à la pompe pour la faire tourner, et il assume donc de payer les taxes. Il est déjà taxé finalement sur cette pollution. Oui, mais il va faire que 5000 km par an, ton propriétaire de Porsche. Mais on lui demande en plus donc de payer 80 000 balles. Oui. En plus à l'immatriculation. Alors encore, bon là sur une 911, ça touche des gens, on va dire. Tant mieux pour eux, ils sont pas à 80 000 balles près, quoi. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le malus, ce qu'il est devenu. Mais bon, les gens vont nous trouver bizarres. Dans notre débat, on est quand même automobile propre, mais voilà, vous prenez une pauvre Golf GTI qui est quand même le symbole de la voiture un peu plaisir, polyvalente, on s'en sert la semaine et on se fait un peu plaisir le week-end, qui commence à être taxé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça commence déjà à me gêner, quoi, parce que là, par exemple, pour reprendre mon argument d'avant, c'est-à-dire que cette personne qui va acheter ça, lui, il va passer plus souvent à la pompe que s'il avait acheté la Golf de base, quoi. Donc, il assume déjà de payer davantage de taxes en allant plus à la pompe. Au moins, il commence à avoir vraiment
une double peine, voire une triple peine, quoi, parce qu'en plus, on est quand même le pays où il y a un malus qui en cache un autre, quoi. On est quand même fort, quoi. C'est comme sur le carburant, il y a la taxe sur la taxe dans tout le calcul du carburant, quoi. Et ben là, on a quand même le malus en plus du malus, quoi. C'est quand même fort. Mais justement, j'habite dans un pays où il n'y a pas de malus sous sa forme française. La chance. Il habite en Italie, pour rappel. Et c'est vachement intéressant parce que tu vois des marques ou des modèles que tu ne vois plus jamais en France. C'est-à-dire que les gardes forestiers ici roulent en Subaru Outback, tu vois. C'est un truc que Subaru a totalement disparu des radars en France, alors que c'est des véhicules souvent même à usage plutôt utilitaire, forestier, on va dire, etc. Parce que c'était intenable les prix de vente en termes parce que le malus était trop fort. On a parlé là aussi. Moi, je suis comme toi, Pierre. Je suis très partagé parce que bon, j'ai une culture. Je viens de la bagnole, Mégane RS, Civic Type R, Yaris GR, tout ça, c'est des trucs, ça me parle énormément. Après, je suis un citoyen comme un autre. Hein, les climats, je regarde ce qui se passe au niveau du climat, etc. Et c'est pour ça que je suis plutôt, on va dire à titre personnel, plutôt pro VE parce que voilà, il faut faire un effort. Alors après, je me suis posé la question sur cette histoire de malus. Est-ce que ça marche? Si tu regardes depuis 2007, faut se rappeler d'où ça vient ce bonus-malus. C'était le Grenelle de l'environnement. Wow, j'y étais. T'y étais? Félicitations. T'avais rencontré Nicolas Sarkozy à cette époque. Probablement, baissant un peu la tête, ouais. Et c'était intéressant parce que c'était une époque où on a dit bon, voilà, on va récompenser l'achat des voitures les plus vertueuses. En prenant le grammage de CO2, il n'y avait pas encore la question du poids à l'époque. Et si tu regardes, depuis, on est passé grosso modo de 150 grammes d'émissions moyennes sur les voitures neuves à 90, en conservant la norme NEDC qui était celle de l'époque. Hein. Donc tu peux te dire, ça veut dire qu'on a presque divisé par 2 la facture, le poids du CO2 des bagnoles neuves. C'est plutôt une bonne nouvelle a priori. Alors après, corrélation et causalité, c'est 2 choses différentes. Et pour moi, c'est un peu la faiblesse ou la bizarrerie du malus à la française. En fait, ce malus-là, il ne touche que la demande et que les clients, et il touche pas l'offre. Parce que la France, c'est un trop petit marché. Les constructeurs vont pas vous dire, je vais faire une bagnole en fonction du marché français. Ils pensent au minimum à l'échelle continentale. Et ce qu'on a vu, et pourquoi ça a baissé le CO2, c'est parce qu'il y a l'Union européenne qui avait mis des normes et qui met des escaliers, on a beaucoup parlé l'année dernière des normes café, etc., qui, elles, touchent l'offre, puisque les constructeurs doivent respecter des moyennes, des enveloppes globales, et que, alors, après, avec le diable est dans le détail, justement, c'est marrant parce que ça date à peu près de la même époque, hein, ce dispositif, c'est 2007. Alors parce que c'était corrélé au poids, parce que les véhicules, donc ça nous a donné les grosses briques allemandes, hein, parce que les constructeurs peuvent faire des poules, donc Fiat donnait de l'argent à Tesla pour se maintenir dans les zones pour pas prendre d'amende, etc. Mais finalement c'est ça qui a transformé le marché. Donc moi là où je suis un peu perplexe sur ce dispositif, c'est que pour moi si l'objectif poursuivi c'est la réduction de CO2, finalement, les normes européennes se suffisent à elles-mêmes. Le constructeur fait son arbitrage. Je vais vendre tant de Prius pour pouvoir me permettre de vendre une Yaris GR. Je prends l'exemple de Toyota. Comme ça, l'offre, elle est fur et à mesure du temps un petit peu écrémée pour avoir des véhicules plus propres. Donc ça, pour moi, ça me paraît être le point juste parce que c'est celui de la conception des véhicules. Et tu as des trajectoires sur X années, on sait déjà, sur 2030, 2035, si on corrige pas, ça c'est un autre débat. Le système à la française, c'est vraiment, ça donne l'impression au client que c'est lui qu'on va on va le voir directement pour le taxer lui, et ça alimente tout ce discours de les salauds de politicards, ils prennent ça pour s'empiffrer pendant que nous on travaille dur et on peut même pas se payer une 100 €. Je trouve que ce discours-là est très négatif. Donc, pour moi, c'est pas au bon endroit qu'on discute. C'est-à-dire que le malus, il devrait être au niveau de l'offre et à l'échelle européenne. Et ça existe déjà. Et c'est plutôt ça qu'il faudrait défendre si on est une association environnementale. Plutôt que d'encourager un système qui paraît
et je pense que le billet qui a été publié sur Automobile Propre du Jamais Content, dont on se demande vraiment qui c'est, parle de ça, c'est-à-dire que c'est ce sentiment de ras-de-bol face à une chose qui est vue comme une confiscation du percepteur. Donc pour moi, c'est pas très malin et pas très futé comme juste manière de présenter. Et en plus, le système existe déjà pour pousser les constructeurs à aller vers des voitures plus propres. Il y a surtout une confiscation dans le sens où, moi, ce qui me choque dans cette taxe, c'est qu'elle a tellement été augmentée que maintenant, elle est parfois plus chère que le prix de la voiture. Je trouve ça curieux que non, on ait autorisé ça, en fait, que ça ne choque personne. C'est comme si vous alliez acheter, je sais pas, une baguette à 1 euro en disant, bah, le prix est multiplié par 2 parce que il y a la TVA sur la baguette, sera de 100%. Quoi. Bah alors dans ce cas-là, ça te choque pas pour l'essence ou pour les cigarettes? Bah, je pose la question. Pour l'essence. Je pose la question. Non, mais voilà, je trouve que c'est devenu confiscatoire d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire que pour reprendre ce fameux exemple de la compacte sportive de base, c'est-à-dire que ça a tué quasiment le marché, ça a tué une partie de se faire plaisir à un prix raisonnable. Bah, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand la Mustang est enfin arrivée officiellement en Europe, on pouvait s'acheter une Mustang V8 pour 45 000 ou 50 000 euros neuve, sauf que maintenant, elle serait taxée à 80 000 euros cette année. Alors bon, je veux dire, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple de la Mustang, mais même, je sais pas, une Mégane RS, sur ces dernières années, elle était assez haut en CO2. Là, elle aurait un malus assassin. Et ce qui fait que, pour reprendre aussi un exemple d'Andy, ça a tué certaines marques, certains marchés. Subaru, c'était très apprécié dans les montagnes, quoi. Ils avaient énormément de ventes dans les Alpes, dans les Pyrénées, sauf que du jour au lendemain, quasiment, ils n'ont plus rien pu vendre parce que la taxe, le malus a commencé à être à 10 000 euros, puis 20 000 euros, puis 30 000 euros sur ces véhicules, donc ils ne pouvaient plus rien vendre et les clients ne pouvaient plus se dire, oui, bah, sur un Outback à 40 000 euros, je vais pas foutre 20 000 euros de taxe, quoi. C'est débile. Donc, il y a vraiment un côté un peu confiscatoire. JC, est-ce que tu as une réflexion à ce sujet, s'il te plaît? Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je suis pas d'accord avec toi un peu, Pierre. Aïe, aïe, aïe. Je reprends juste vite fait ton truc sur l'essence. Ben, c'est abusé. Si t'augmentes le prix de l'essence, tous les gens qui roulent avec des vieilles caisses et tout, c'est eux qui payent les taxes. Ah, mais je te dis, oui. Je trouve ça mieux qu'il y ait un malus pour orienter les ventes à la base. Même si, par contre, je suis complètement d'accord, 80 000 balles, c'est vraiment, mais c'est n'importe. Enfin, pour moi, ça fait plutôt taxe sur les riches un peu, tu vois. Je sais pas. Genre, on met 80 000 balles à une voiture, c'est fou, non? Enfin, je trouve ça. J'ai bien conscience que d'un point de vue, moi, je te parlais vraiment de si le seul objectif justement, c'est de réduire les émissions de CO2. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, augmenter le prix du litre, c'est ce qu'il y a de mieux. À l'exclusion du côté des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont un véhicule d'occasion, qu'ils ont payé 2000 balles. D'accord. Après, tu rajoutes cette couche et la solution n'est pas aussi satisfaisante que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on a un exemple en Europe qui est cool, qui a réussi, c'est la Norvège. Gros pays producteur de pétrole en plus. Ouais. La Norvège, ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu de taxer machin, etc., ils ont fait les péages moins chers, pas de TVA sur les voitures électriques, etc., etc. Les voies de bus, je pense c'est un mauvais exemple maintenant parce qu'il y a trop de voitures électriques. Les parkings gratuits. Non, mais imagine simplement si on te dit juste un truc, les péages sont gratos pour les voitures électriques. Ça serait juste fou. Ça serait génial. C'est-à-dire que il vaut mieux chercher, si t'as envie d'orienter un secteur, il vaut mieux donner envie aux gens d'y aller plutôt que de tordre le bras aux gens et leur dire, bah non, t'achèteras plus une voiture thermique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que plus on tord le bras aux gens, et plus ils deviennent ouf et ils ont pas du tout envie d'y aller. Et on crée, comme tu l'as dit et comme tout le monde l'a dit, je pense, tu crées des rebelles, des gens qui sont énervés. En plus, tu sais, s'il y a toujours cette image de l'élite qui impose au peuple, tu vois, qu'il faut rouler en électrique. Enfin, moi, cette sorte de malus, je trouve ça vraiment mal joué. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu complètement délirant au niveau des prix. Et j'ai lu un truc, c'était intéressant, c'est que la voiture qui a le plus contribué au malus en France en 2025, c'était la Porsche 911. Et sur les 3 premiers semestres, ils en avaient vendu 300. Et c'est celle qui a apporté le plus d'argent en termes de malus, alors que c'est sûrement des voitures qui roulent pas beaucoup. Donc je trouve que ça fait un peu on taxe les riches d'une façon ou d'une autre, tu vois, c'est trop bizarre quand même. Ça me plaît pas trop.
c'est celle qui rapporte le plus avec un petit volume, mais c'est pas Avec un choquant, tout petit volume. C'est pas choquant sur une sens. Mais si tu prends le classement des modèles qui rapportent le plus, très vite tu vas trouver la Dacia Sandero justement. Bien sûr. L'introduction. Parce qu'en Mais fait, les 300, la les taxe 300 Porsche ont rapporté plus que les 49 000 Sandero. C'était assez drôle. La taxe est toute petite, mais par le volume. Et moi, ça me choque un peu qu'une Dacia Sandero rapporte des millions à l'État en malus, alors que c'est une caisse low cost qui est quand même fait pour des gens qui n'ont pas trop de sous. Grave. Ou qui n'ont pas non plus envie de mettre trop d'argent dans une voiture, mais surtout fait pour des gens qui sont pas riches. Et où ça me choque, c'est que en fait le malus maintenant, s'il y a plus d'hybridation, une voiture, elle a un malus CO2. C'est à part vraiment quelques rares modèles encore peut-être diesel qui échapperaient. Donc ce qui fait que c'est devenu une taxe en plus automatisée qui s'ajoute déjà à la TVA, qui s'ajoute à la carte grise. Avant qu'il y ait le malus CO2, il y a la taxe sur les chevaux fiscaux. Donc on a le malus, ça ferait une troisième taxe quasiment généralisée dès qu'on achète une voiture. Non, mais moi je trouve ça intéressant le malus, je trouve que c'est pas mal, ça oriente un peu les gens peut-être, enfin c'est bien, mais là c'est devenu oui, mais en fait ça a commencé avec un système de Grenelle de l'environnement qui était une bonne idée, c'était équilibré. D'ailleurs le système a très souvent été déséquilibré en penchant le bonus coûtait beaucoup plus à l'État que ce que le malus rapportait. Ça a basculé dans l'autre sens assez récemment parce que il y a le système, le système carotte et bâton, très bien. Sauf que la carotte, alors elle existe encore la carotte, mais c'est plus l'État qui paye pour la carotte. C'est-à-dire maintenant l'État s'est débarrassé de ça. Par contre, l'État encaisse toujours pour le malus de son côté, quoi. Donc ils ont fait un système qui maintenant fait que de leur rapporter, qui ne leur coûte plus rien. Donc déjà, ça vous prouve quand même que c'est devenu une taxe en plus du reste. Mais surtout, le bâton est devenu énorme. Voilà, les montants sont devenus assez choquants, quoi. Moi, voilà, le côté un peu démago et populiste que je donne, c'est ce qui me choque, c'est que voilà, si on veut s'acheter une petite caisse plaisir, maintenant, c'est forcément plusieurs dizaines de milliers d'euros de malus. Admettons que ça soit mon loisir, ça me choque si à côté de ça, j'ai pas vraiment d'autres loisirs polluants. Voilà, moi, je voyage pas, je prends pas l'avion. Donc, je veux dire, on est tout de suite pointé du doigt avec la voiture. Et puis, par contre, il y a d'autres loisirs où on a vraiment du mal à taxer les billets d'avion. Ils ont quand même un peu attaqué, mais c'est loin d'être dans les mêmes proportions. Donc voilà, c'est soit on taxe un peu tout de la même façon, mais pas juste l'automobiliste. Mais voilà, l'automobiliste, c'est pour faire un peu phrase PMU, c'est vraiment la vache à lait facile. Et ça prouve que c'est la vache à lait facile quand on voit des montants délirants comme ça. Mais surtout, ce qui devrait quand même nous faire réagir, nous, à Automobile Club, c'est de voir que un 3008 hybride rechargeable, qui peut être quand même la voiture qui permet de faire transition pour ceux qui ne veulent pas encore passer au 100% électrique, est déjà taxé de plusieurs milliers d'euros de malus au poids. Ça devrait faire réagir. Et même pire, c'est que cette année, le gouvernement a fini par faire marche arrière, mais au 1er juillet 2026, il voulait taxer au poids des voitures électriques. La voiture électrique est encore loin d'avoir d'être vraiment qui est pas à fond dans son développement et voilà, il va falloir entendre quelques années avant qu'on arrive à faire des véhicules vraiment légers avec des batteries plus compactes, etc. Ouais. Tellement omnubilé par les taxes qu'on voulait commencer déjà dès cette année à taxer des voitures électriques, mais ça c'est un peu dingue. Ça prouve quand même que voilà, ce malus c'est devenu exagéré. Trois petites choses que je voulais juste poser sur la table. Premièrement, oh là, coupe ta caméra. Allez, pose tes 3 petits trucs sur la table. T'en as 3? 3. Premièrement, je vais pas vous refaire le tableau de la situation budgétaire de la France, mais bon, je pense que vous le connaissez. Donc, enlever une entrée, je pense que c'est très difficile. Ouais. Deuxièmement, quand on y pense, l'histoire du bonus-malus là, en 2007, 2008, qu'est-ce que ça a favorisé? La dieselisation massive du parc. Parce que le diesel étant légèrement avantagé en termes d'émissions CO2 directes, ça a poussé à ce qu'on ait 78% de diesel en 2012, si je me rappelle bien les chiffres, ce qui était finalement, si on pense purement au CO2, c'était peut-être une bonne nouvelle, mais si on pense plus généralement à l'environnement, aux particules fines, etc. C'était peut-être pas une très bonne idée. Mais ça a été fait justement sous les applaudissements des constructeurs français parce qu'ils y voyaient très bien
quel genre de protectionnisme intra-européen ça pouvait leur apporter. Excusez-moi, je refais un peu l'histoire 18 ans après, c'est peut-être un peu bizarre de la refaire, mais je trouve que ça mérite d'être dit. Troisième catégorie, alors on se parlait des petites voitures plaisir, mine de rien, c'est le fait que les constructeurs surveillent leur CO2, ça donne naissance à une nouvelle catégorie. Alors il y a les Alpina 290, la future 208 GTI, la Lancia Delta HF, la Delta, le lapsus, l'ancien Epsilon HF, etc. Alors à voir. Ce que j'en entends, c'est que les volumes sont très très. Mais minces. Oui, c'est nul. Et alors à conduire, JC, va essayer l'Epsilon HF. J'ai essayé l'Alpha Veloce. Non, mais c'est sympa, mais c'est pas une voiture de sport. Enfin, moi je trouve en tout cas. Jamais t'auras ce petit truc. Sauf à avoir une autre voiture électrique avec passage de rapport. On n'en parlera pas. C'est quoi coréenne, ouais. Peut-être que ça viendra. Ouais, franchement, moi l'Alpina 290, je trouve que c'est une voiture électrique qui pousse un peu, mais c'est pas une voiture. Enfin bon, voilà. C'est pas, tu remplaceras pas dans le cœur d'un mec qui roule en thermique avec des moteurs qui font vraiment du bruit. Tu remplaceras pas ça soit tu fais une transition et t'abandonnes ce côté-là, soit tu retrouveras pas le même plaisir dans une 208 GTI, quoi. Enfin, je pense pas. Enfin, moi, en tout cas, je trouve pas. Même si, d'un autre côté, t'as des bonnes sensations, t'as plus les passages de rapport, donc dans la vie de tous les jours, t'as une voiture puissante, mais sans les inconvénients et tout. Mais c'est pas pareil, quand même. Je pense que t'es pas le seul à penser ça et que les gens votent avec leur pied ou leur carnet de chèques et que, effectivement, pour l'instant, les volumes sont quand même pas très emballants dans cette catégorie-là, quoi. C'est Lambeau qui a décidé d'arrêter son projet d'électrique, là. Ouais, il paraît, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Ou en tout cas, de le repousser. On a fait le tour du sujet? Peut-être, non? Je crois. On passe au dernier? Juste dire que... Pardon, excuse-moi, Florent. Pour conclure, non, mais que notre débat ne les fera pas changer d'avis. Non. Parce que voilà, on sait déjà qu'au 1er janvier 2027, ça sera encore plus sévère, encore plus cher. Ça sera pas jusqu'à 80 000, mais jusqu'à 90 000 euros. Allez. Et ils avaient même déjà prévu 100 000 euros pour les 2028. Mais là, ils se sont dit, bon, on va voir, on va peut-être pas, mais les 90 000 euros, c'est assuré. Et la taxe démarrera encore un peu plus bas. Donc, ça sera à 108 grammes par kilomètre de CO2, donc dès le 1er janvier 2027. J'ai comme l'impression qu'il y a des élections en 2027. Ouais, mais c'est ça le problème. Mais attends, c'est un problème qu'il y ait des élections, JC. Non, mais je vois ce que veut dire JC. Ça va orienter un peu peut-être les votes, c'est ça le problème. Oui. Mais comme quoi, on peut être amoureux de la voiture électrique et de l'électromobilité et se dire que ça sent la belle conclusion, ça. Non, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Et tout à fait. Encore une fois, moi je dis, il vaut mieux arriver à convaincre du bien fondé de rouler en électrique, que ça soit pour les autres, la planète, etc., et pour soi-même, parce que quand même, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des avantages incroyables, plutôt que de forcer les gens, de leur péter le bras et de leur dire c'est comme ça et ta gueule, et c'est jamais très bon finalement. C'est une excellente phrase de fin de sujet que je partage. Et je pense qu'on peut continuer la réflexion avec l'article du Jamais Content. Automobile. Oui. Bon, arrêtez, c'est qui celui-là? Il y a un moment, moi je veux savoir, personne ne me l'a jamais dit. Qui est cette-là? Est-ce qu'il y en a qu'un d'abord? Je dirais que je ne sais pas non plus. C'est une personne qui utilise une boîte mail anonyme. Tous les 15 jours, le vendredi, on reçoit à la rédaction un papier qu'on met en ligne. Mais je me suis laissé entendre dire que c'est pas forcément toujours la même personne. Est-ce que c'est vrai? Au moins, dites ça. Je peux pas répondre. Je ne sais pas. Et par rapport au bien borné? Je ne sais pas non plus. C'est son frère, c'est Yin et Yang. Je pense qu'il peut-être ce sont les pires ennemis, j'imagine, ou les meilleurs amis, j'en sais rien. Mais l'un comme l'autre, écoute, nous ne savons pas. J'ai l'impression d'être un enfant à qui on parle du Père Noël, sans déconner. Et du Père Fouettard. J'ai mon fils à côté.
4. Père Noël qui existe. Donc. Évidemment. Comment on dit Père Noël en italien, s'il te plaît? Babbo Natale. Ok, d'accord. Oh, c'est beau. Ah, c'est super beau. On passe au dernier sujet. On est très bavard malgré le fait qu'on soit on soit en équipe réduite, mais tant mieux. Je te rends la parole, mon Florent. Nous allons parler d'un constructeur français, car des fois on aime bien débattre autour d'une marque. Et cette fois, nous avons choisi DS Automobile. Parce qu'on aime bien se fâcher avec les marques de Stellantis. Mais je comprends pas pourquoi t'as choisi ce sujet. Vous êtes vraiment des fous. Hein. On aime bien. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'Hipmoteur la dernière fois, mais la DS, on s'est dit, en fait, c'est surtout que DS, dans quelques semaines, ils vont lever le voile sur une nouveauté très importante. C'est le remplaçant du DS7 qui deviendra le DS numéro 7. Et en fait, la marque, on peut le dire, elle va jouer gros avec ce modèle parce que les ventes ne sont vraiment pas bonnes en ce moment. En 2025, DS a livré moins de 30 000 voitures en Europe. Alors, un score à baisse de 22%, mais surtout, par exemple, parmi les comparaisons qu'on peut retenir, Lexus en Europe, c'est 75 000 ventes l'année dernière et Porsche, c'est un peu plus de 90 000. Alors, on se demande donc quel est le problème avec cette marque haut de gamme française et on ose se poser la question aussi. Attention, question violente, hein. Est-ce que DS a un intérêt et un avenir au sein de Stellantis, un groupe en grande difficulté qui pourrait bien finir par faire le tri dans ces trop nombreuses marques? JC, est-ce que tu as déjà essayé des DS électriques? Ouais, alors, non. Ça t'a pas marqué spécialement? Non, mais je réfléchissais, mais attends, déjà, il y a la DS3. Ouais. La DS4, j'ai pas fait, c'est sûr. La DS numéro 8. La numéro 8, j'ai fait un petit tour avec. Ouais. Alors? Qu'est-ce que ça t'inspire? Non, mais c'est con parce que, non, mais j'aime pas donner un avis sur un essai court parce que souvent ton avis change avec le temps. Mais quand je suis monté dans la voiture et que j'ai vu qu'il y avait encore les poignées de porte et le sélecteur de vitesse, c'est les poignées de porte intérieures que j'avais sur une C4 Picasso il y a 15 ans. Et le sélecteur de vitesse, c'est le même que toute la gamme de moi, ça me rend ouf. Enfin, franchement, quand tu veux donner, les mecs ont quand même déclaré qu'ils voulaient lutter la limite contre Rolls et Bentley. Je trouve ça dingue que ce soit enfin, bref. Donc non, j'ai pas vraiment d'avis, mais ça reste du Stellantis quand même. J'ai un problème avec DS parce que en fait, DS quand ils ont commencé, c'était la DS3 et je trouvais que la DS3 était bien placée. C'était une petite voiture, elle avait du style. Vraiment, c'était vraiment une bonne idée. Elle s'est d'ailleurs super bien vendue. Et je crois qu'à partir de là, ils ont pris la confiance. Ils ont pris la confiance et ils se sont dit tout ce qu'on va faire, ça va se vendre. Moi, je trouve que le positionnement de DS, c'est un truc où t'as des intérieurs qui sont pas du tout dans l'air du temps, mais très travaillés. Je pense vraiment que c'est fait pour les personnes d'un certain âge. C'est vraiment pas des voitures de jeunes quand même. Et c'est un dérivé de Citroën, hein. Ouais, mais ça va mal se finir ce sujet. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, JC. Moi, le positionnement entre l'électrique et cette voiture qui est le lien est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Limite, ça pourrait être des belles têtes thermiques parce que enfin, quand tu passes à l'électrique, peut-être que t'aspires à peut-être je dis ça parce que c'est moi, mais à peut-être un peu plus de tech et tout, et c'est pas du tout le cas. Ça charge toujours pas très vite. En plus, ça charge a priori pas très bien. Je pense que DS, enfin, en plus dans la gamme Stellantis, mais ça, je pense qu'Andy va en parler, dans la gamme Stellantis, depuis qu'on a ramené Alpha et Lancia, une marque de luxe, enfin, il y a trop de marques peut-être chez Stellantis. Je suis pressé d'entendre Andy là-dessus. Ah bah attends, alors avant de donner la parole à Andy qui va parler pendant 20 minutes non-stop, moi je vais quand même me glisser là parce que je trouve que mon avis est dans le prolongement du tien. Je trouve qu'il y a une opportunité ratée chez DS et effectivement, comme tu le disais, la DS3, bien née, beau succès, beau placement et à l'époque, c'était, on avait...
à peu près, et il y avait la Mini aussi avec un petit peu même capital rétro qui fonctionnait très bien, et la Fiat 500 aussi. Ensuite, on a la R5 qui est arrivée, qui montre que même en 2025-2026, il y a toujours une place un petit peu pour ces voitures de 4 mètres à peu près ou un peu plus, avec une approche à la fois rétro et mais aussi un placement luxe, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas avec des tarifs un petit peu élevés. Et je trouve que DS a un petit peu mis de côté la DS3, maintenant favorise les hauts de gamme, DS numéro 8, DS numéro 7 maintenant, et néglige un petit peu le bas, alors que c'est peut-être là où il rencontrerait peut-être le succès si on avait une nouvelle DS3 qui soit pas un retour aux sources de cette DS3 et qui soit électrique, alors forcément toujours avec la plateforme de Stellantis, mais sur la base des dernières versions de i208, et qui a un placement un petit peu plus soigné dans la présentation, peut-être même un aspect néo-rétro peut-être plus marqué, parce que on retrouve beaucoup de détails, il y a des gimmicks qui rappellent un petit peu DS, mais il y a pas un parti pris fort d'un point de vue stylistique, je trouve. Juste bizarre, je trouve, au final. Peut-être qu'il y aurait, il y a une façon différente qui, à mon sens, pourrait marcher pour DS, et je trouve je les vois pas partir dans la bonne direction, quoi. Voilà. Candy Andy. Bon, allez, c'est parti. Allez, hop là. Hop, je coupe mon micro. Installez-vous bien. Allez, hop. C'est pas... Mon petit thé. Allez, c'est parti. Alors, c'est le début de la conférence. Je me suis amusé parce que je suis allé voir les chiffres. En fait, moi, j'ai pas du tout envie de tirer sur l'ambulance parce que évidemment, les choses sont difficiles, mais il y a des gens dedans. Il y a des gens qui essaient de faire marcher ce truc, et je pense qu'ils méritent notre estime. Mais non, mais en plus, on voit qu'il ça, on n'enlève pas ça. Non, mais en plus, on est attaché à ces mais ouais, produits. on voit qu'il y a une volonté de faire différent. Bien sûr. Mais est-ce que les gens veulent cette différence-là aujourd'hui? On voudrait qu'ils fassent les choses différemment. Bah, et je plus sois dans ton sens, Pierre. Il y a eu un moment DS. Et j'ai regardé les chiffres. En 2019, DS vendait 27 000 bagnoles en France, l'année-là. 50 000 en Europe étaient dans les talons de Lexus. Ce qui était quand même plutôt une belle performance pour à l'époque, ce qui était une très très jeune marque. Qui s'est appuyé aussi sur l'héritage historique, le réseau, etc. Citroën, c'était très franco-français aussi comme phénomène, mais il y avait, on va dire, un début qui était plutôt pas mal, avec 2/3 des ventes, c'était des DS7. Et cette voiture, pour moi, elle résumait à peu près bien ce que devait être DS, c'est-à-dire, grosso modo, un petit peu supérieur à la, on va dire, en présentation à la C5. Voilà. Ouais. Un petit peu waouh, show off dans la présentation. Et donc, si on reprend les chiffres, à l'époque, j'avais interviewé Yves Bonnefond, qui était le patron. Il nous a dit, moi, si j'obtiens 10 à 12% des volumes d'une marque généraliste du groupe, par exemple Peugeot, je serais content, et on fera DS, ce sera son boulot. À l'époque, Peugeot vendait 900 000 bagnoles. Donc, en gros, ce qu'ils imaginaient, je pense, c'était autour de 80 à 100 000 voitures par an. Et dans ce cas-là, DS était rentable, faisait son rôle dans le groupe, etc. Aujourd'hui, on est à 29 000 voitures, donc on est quand même largement en dessous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il faut regarder le plan produit. Hein. Il y a eu DS9. C'était une berline au moment où tout le monde voulait des SUV. C'était fabriqué en Chine alors que c'était censé représenter l'excellence française. Et puis on l'a attendu pendant des années. Elle a été annoncée. Enfin, il y a eu un repos en accord. Hein. Ouais. Il y avait eu cette histoire. Après, il y a eu DS3 avec des tarifs qui étaient déjà la voiture était repositionnée puisqu'elle était présentée en SUV alors que les gens s'imaginaient justement c'était une petite voiture un peu branchée, un peu plus chère mais pas beaucoup plus chère qu'une C3. Mais oui. À des tarifs quand même extrêmement exigeants. Après, ils ont fait le même coup avec DS4.
Et pendant ce temps-là, on n'a pas, comment dire, là ça arrive, on a le remplaçant du DS7 qui arrive, mais la voiture est sortie il y a plus de 8 ans, presque 9, alors que c'était le best-seller de la marque. Donc, pour moi, là, il y a eu quand même une petite erreur dans le plan produit, qui traduit pour moi peut-être des petites erreurs stratégiques. Si aujourd'hui on voulait toujours faire 10 à 12%, faudrait que la marque elle soit d'un généraliste, faudrait que la marque elle soit autour de 70, 80 000 voitures par an. Là, on n'y est pas du tout, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais ils ont intérêt à ce que cette nouvelle DS numéro 7 soit particulièrement convaincante. Et aujourd'hui, les éléments de la plateforme, grosso modo, techniquement, ça va être la même voiture que la DS numéro 8, et sans doute des tarifs pas beaucoup plus bas. Je ne sais pas si c'est les éléments exacts quand on est en face Tesla, quand on est en face BMW, quand on est en face Mercedes, etc., etc. Et puis surtout, ce qui me permet d'intervenir, ce qu'on a en face, même chez Peugeot, avec la même base technique, parce que pendant ce temps-là, Peugeot, je trouve, avec les années, c'est un peu replacé aussi, où ils ont eu cette volonté de monter un petit peu en gamme, alors sans se prétendre premium, et encore ça dépendait à qui on parlait, mais de se rapprocher de ces standards-là, une petite touche de sportivité, et du coup, c'est ce qui brouillait encore plus le positionnement de DS, où finalement, il y avait chez Peugeot partie stylistique, sportivité, raffinement supplémentaire, et DS se place où encore par rapport à ça? Donc est-ce que alors DS numéro 7, ça va être quoi, face à un 5008, c'est ça? En 3008, 5008? Je parle sous votre contrôle. Pour moi, ça va être un peu au-dessus en taille d'un 3008, enfin d'un i3008. Oui, entre le 3008 et le 5008, ouais. Sûrement. Je suis toujours un peu perplexe parce que bon, on connaît pas encore les caractéristiques et le tarif où sera vendue la voiture, parce que ça évidemment, c'est ça qui fera, comment dire, un peu foi. Mais surtout, on a quand même vu ces dernières années la concurrence progresser très très vite. Le fait qu'il n'y ait pas de 800 volts, ça va. Alors, on peut parler des vertus ou des non-vertus du 800 volts. Est-ce que c'est vraiment utile, etc. Mais aujourd'hui, il y aura pas. Oui, voilà, Kia EV6 a ça depuis 2022. Donc pour moi, il y a quand même des briques techniques qui manquent. Après, j'espère que la voiture sera bien pressée, parce que c'est un effort qui mérite d'être salué, mais je suis un peu, on va dire que ça passe ou ça casse, parce que si cette voiture-là ne marche pas, là, c'est compliqué. Florent. En fait, c'est très dur de s'imposer sur le haut de gamme automobile. Je peux comprendre que ça soit compliqué et qu'il ne soit pas encore à un niveau très élevé. On donne toujours le même exemple, c'est-à-dire Audi qui a vraiment explosé d'un coup au bout de plusieurs décennies, quoi. Ils ont explosé. Là, ils ont ramé. Ouais. Donc là, souvent, ils se trouvent ça un peu comme excuse en disant, le label a été officiellement créé en 2017 et tout. Mais moi, je trouve que ça rejoint on a débattu, je crois, dans le précédent podcast sur Alpine et ce qui veut devenir. Pour moi, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire, c'est dur de faire du haut de gamme, mais quand tu te lances dans du haut de gamme, tu le fais bien. Donc, il y a tout ce problème de retard technique, comme le dit Andy. Vous prenez la DS8, elle commence quasiment à 60 000 euros et pour ce prix-là, on a la nouvelle Cela qui a le 800 volts, qui recharge nettement plus rapidement et qui, à ce prix-là, a déjà plus de 700 km d'autonomie, alors que sur la DS numéro 8, c'est la petite batterie à ce prix-là. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut, je sais que c'est dur, mais quand on se lance, on fait les choses bien, quoi. Sinon, on peut pas ensuite dire, ouais, mais les gens n'achètent pas, c'est normal, quoi. Ça leur fait pas envie. Et ensuite, il y a toujours ce côté très franchouillard de vouloir faire, oui. Alors nous, on va faire du haut de gamme différent, alors qu'on sait depuis des années, des décennies que ça ne marche pas. Et pourtant, des multiples exemples. La jurisprudence avant time. Mais moi, pour moi, la DS8, la DS numéro 8, d'ailleurs, il faut dire ça, quoi. C'est-à-dire, mais quand j'ai fait le tour de cette voiture, je me suis dit, mais c'est la Velsatis de DS, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu
Mais ouais, ils ont voulu donner la priorité à ce modèle pour repartir sur un cycle et en faire leur porte-drapeau, ce qui fait que d'ailleurs ça a retardé vraiment le renouvellement du DS7 qui était bien plus important, mais ils voulaient faire la DS8 avant. Mais ça a une forme bizarre, compliquée, c'est inclassable. Résultat, les premiers chiffres de vente ne sont pas foufou et c'est normal. Dans le haut de gamme, les gens n'aiment pas vraiment ces véhicules qui sont bizarre et inclassable, quoi. Donc c'est pour ça on avait déjà eu ce débat en plus sur Alpine avec la 390 qui est aussi un peu inclassable et tout. Donc là, mais Alpine a déjà une image de ouf. Alpine, tu vois, moi demain je conduis une Alpine, presque je suis fier, même si la voiture est pas au top. Quand même, c'est une Alpine, tu vois. DS, t'as même pas ça, parce que en fait le lien avec la DS, il est pas fait. Enfin, tu vois, c'est juste DS automobile et je me demande à qui ça s'adresse ce truc en fait. Enfin. Tu vois, par exemple, tu prends les marques haut de gamme allemandes, BMW, Mercedes, Audi, tout ça. Toi, t'as un jeune de 20 ans, ça te fait rêver. Un jeune de 20 ans, ça fait pas, enfin, je sais que c'est pas l'acheteur, mais je veux dire, une DS numéro 8, qui ça fait rêver, à part une toute petite frange de mecs, s'ils l'achètent, c'est quand même une voiture de standing, tu vois, oui, des chefs d'entreprise. C'est un objet, voilà, c'est aussi un objet de représentativité, quoi, tu vois. Moi, demain, carrément. Je me trimballe en DS numéro 8, je vais faire, franchement, rêver. C'est méchant, c'est horrible parce que, mais juste, tu fais rêver personne. Je me ramène avec une Audi ou, tu vois, l'autre jour, j'ai eu une Polestar 4, c'est un peu dans les mêmes prix. Polestar 4, tu rentres à l'intérieur, c'est juste dingue comment c'est beau, c'est premium, c'est classe. Tu rentres dans une DS8, tu sais pas où regarder, il y a des formes partout, t'as l'impression que les mecs, ils en ont fait trop, quoi, trop dans tous les sens, qu'il fallait absolument que ça fasse luxueux avec des détails, tu sais, presque on va dans le Dubaï, quoi. C'est presque la caricature du luxe, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas du luxe. Je trouve, moi, personnellement, que c'est pas luxueux, c'est... Très bonne comparaison, parce que justement, j'avais en tête aussi Polestar. Alors eux, c'est pareil, les ventes ont vraiment du mal encore à décoller, mais je pense qu'ils vont petit à petit y arriver, ils y croient encore, même si voilà, là aussi, voilà, ils arrivent tout juste au 800 volts, le fameux 800 volts. Je pense qu'ils y croient encore. Mais ils ont démarré en plus, bon alors, c'est vraiment une marque qui est pas très connue. En fait, t'as cité Alpine et Polestar, tout a démarré avec un produit image qui ne fait pas du volume, mais qui fait de l'image. Et DS a complètement zappé ça. Alors, c'est dommage, parce que la DS3, à la rigueur, c'était presque un produit qui, à la fois, faisait beaucoup de volume, et qui a donné une belle image. Et en fait, tout de suite, ils se sont perdus en route. Carrément. Et en fait, ce qui est aussi décevant, c'est qu'on a eu une litanie de concepts de le coupé machin, le truc. Et en fait, est-ce que vous allez la faire? Oui, peut-être, on sait pas et tout. Et en fait, ils ont jamais été capables de sortir un produit image, même en plus mais c'est vrai, quantité, quoi. Ils avaient trouvé des partenaires et tout, ils n'ont pas été capables de le faire. Et c'est ça qui leur manque cruellement. Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a pas de produit image. C'est horrible. Genre, ils avaient fait, il y a eu un proto DS, Itens, je crois. Ouais, qui était... Ouais, je m'en rappelle. C'est vrai que tu veux faire une marque haut de gamme, mais t'as aucun produit... Polestar, quand ils se sont lancés, ils ont fait la Polestar One, c'était un coupé, il était absolument sublime. Je voudrais juste revenir sur l'exemple d'Audi, parce que on le cite souvent comme la premiumisation, l'exemple de la premiumisation. Si on reprend le truc, Audi dans les années 60, c'était un constructeur de province qui faisait des voitures pour Monsieur Helmut. C'était vraiment une marque de 3e division. Attends, Monsieur Helmut, c'est c'était l'allemand type. C'est Madame Michu, quoi, c'est ça? Non mais c'est ça. Non mais voilà, c'est Madame Michu outre-Rhin. Non mais ça se battait avec Ford et Opel. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plein de facteurs. Il y a le bureau d'études NSU qui est rentré. Ils ont fait la Quattro. Il y a eu Ferdinand Piëch. Le rallye. Voilà, le rallye, Le Mans, etc. Plus l'idée c'était le groupe Volkswagen met énormément d'argent dans cette marque pour faire ruisseler de la technologie et on va perdre de l'argent pendant X années pour alors à l'époque c'était l'aéro, la 8 en alu. Vous vous rappelez de la 8 en alu en 93-14? Genre tout le monde parlait que de ça, c'était le truc le plus avancé techniquement qui existait, donc on se disait waouh, si j'achète une Audi, j'achète un truc avancé techniquement. Donc ça faisait vendre des A4 sans option avec sans anti-brouillard à l'avant et des moteurs TDI, quoi. Et c'est vrai, en fait
la voiture ultra technologique et la technologie et l'image de technologie portaient toute la marque et ça avait un effet d'entraînement pour tout le groupe. Après les technologies resservées chez Volkswagen, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec DS? Ils ont fait des voitures un petit peu mieux présentées, mais sur exactement les mêmes bases, les mêmes motorisations, etc. Il n'y a jamais eu un produit Halo qui portait la marque sur un terrain où on l'attendait pas. Tout à fait. Et l'ADN de DS, parce que si on repense à la vraie DS, la vraie, qui est quand même dans notre subconscient quand on pense à DS quelque part, l'ADN c'était le confort. Ils ont jamais eu de suspension hydropneumatique. Alors je comprends, c'est compliqué, machin, c'est un truc qu'on voulait plus faire dans l'industrie moderne. Ok, je comprends. Mais il y a par exemple, je parle sous votre contrôle, mais pour moi il y a jamais eu de suspension à butée hydraulique chez DS. Je sais pas. Je crois pas. Je me demande si sur la DS4, il y avait pas avec la même plateforme que la Citroën C4 de l'époque. Peut-être, mais alors je mets ça de côté, mais en tout cas sur les modernes, il n'y a pas de suspension à butée hydraulique. Donc moi je trouve ça bizarre parce que c'était justement l'ADN, c'était d'avoir un tapis volant. On le fait pas parce que ça coûte cher. Donc ils nous ont présenté des technos. Alors à un moment ils nous parlaient tout le temps de vision nocturne, des feux avant diamant, etc. Il y avait un engagement en Formule E qui d'ailleurs est en train de se terminer. Ça a très bien marché en compétition. Ils ont gagné plusieurs fois le titre avec Jean-Éric Vergne. C'était très bien, mais ça n'a jamais ruisselé sur le produit et parce que ça parlait pas au grand public. Ce qu'il fallait, tu le dis de manière moins élégante, mais oui c'est ça. Je pense qu'avec DS, si on voulait vraiment aller très loin dans le groupe PSA à l'époque et puis après Stellantis, c'était qu'il fallait accepter de perdre pendant des années de l'argent sur une marque pour faire de l'ultra techno et après que ça ruisselle sur le reste du groupe. Là aujourd'hui, est-ce qu'il y a un avantage compétitif à avoir une DS d'un point de vue technologique? Je suis pas sûr. C'est la méthode Tavares, quoi. C'est exactement le raisonnement inverse de ce que tu dis, la méthode Tavares. C'est-à-dire, on garde toutes les marques, faut qu'elles soient rentables. Donc, pour qu'elles soient rentables, on fait à l'économie, quoi. C'est-à-dire que voilà, les années Tavares, c'est quand même des années où il y a eu de grosses réductions dans les investissements, quoi, de R&D, quoi. Tout ça ça permettait à la fin d'avoir des beaux bilans financiers. Et puis, ce qui les a amenés dans le mur, une fois que Tavares a été foutu dehors, quoi. Mais voilà, c'est exactement l'inverse, quoi. On garde toutes ces marques qui dans le groupe qui en plus se gênent toutes, Alpha, Lancia, DS, qui sont toutes sur le même terrain, quoi. Oui, mais on les garde parce que pour l'instant c'est rentable. Ah oui, mais c'est rentable, mais au prix de voitures qui se font pas rêver, quoi. C'est quand même, ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a vraiment pas de prise de décision dans ce groupe. Il y a pas de, voilà, il y a pas de recul. Alors, il y a un plan stratégique qui est promis pour le mois de mai, donc j'espère qu'à ce moment-là, il y aura des visions. Moi, je défends la marque. Je dis pas qu'il faut l'arrêter et la supprimer. Mais cette fois, faut leur donner des vrais caps, des vrais buts et des vrais positionnements, quoi, à ces marques. Mais ce qui est curieux, c'est ce côté flou. Le temps passe, ces marques vivotent et on dirait que ça gêne personne, quoi. C'est-à-dire que le patron, moi, ce que j'ai noté, c'est que le patron va présenter son plan stratégique au bout d'1 an, quoi. Je veux dire, il y a urgence, ils perdent des milliards, mais ils attendent 1 an pour prendre des décisions, quoi. Ça contraste tellement avec celui de Renault qui, François Provost a pris au bout de 6 mois, a déjà fait un gros tri dans ce qui marchait pas de ce qu'avait fait le cas de Méo, parce que voilà, tout ne peut pas marcher, mais lui, ça y est, il a fait le tri, et puis c'est bon, quoi. Après, c'est une question plus vaste, hein. Qu'est-ce que c'est aussi Stellantis aujourd'hui? J'ai quand même l'impression que monsieur Filosa est plus intéressé par les affaires américaines que par les affaires européennes. En plus, il va y avoir sans doute des trajectoires technologiques différentes puisque on voit que l'Europe et les États-Unis prennent des voies différentes sur la voie d'électrification. Je suis un petit peu perplexe devant comment dire. Stellantis, c'est un assemblage de beaucoup de choses qui vivent un peu chacun leur vie. Quel est le but et quelles seront les conséquences à long terme? Je suis un petit peu perplexe. Je voulais juste quand même remettre
un tout petit truc parce que si tu me permets ouais. juste de t'interrompre parce que j'ai fait une petite recherche pendant que vous discutiez justement sur cette fameuse suspension de DS4. Je suis retourné à l'essai que j'ai réalisé en 2021 de la DS4 quand elle est sortie. Et alors, j'ai mélangé. Elle avait hérité du DS7 le DS Scan Active suspension qui n'a rien à voir. C'était les fameuses suspensions pilotées avec cette caméra dans le pare-choc avant qui scannait la route et ajustait la suspension en conséquence. Mais c'est pas véritablement les fameuses suspensions à butée hydraulique. Voilà. Bon, merci pour la précision. Je t'en prie. Écoute, c'est très bien écrit cet essai de Pierre Desjardins du 31 août 2021 sur un site qu'on ne nommera pas. Lequel? À toi, Andy. Non, on se parlait des marques au sein du groupe Stellantis et c'est à la fois la bénédiction et la malédiction de DS. Qu'est-ce que c'est une marque aujourd'hui au sein du groupe Stellantis? C'est quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ingénierie, c'est mutualisé. Mais oui. Tout ce qui est réseau, ça vit de son côté. Donc, qu'est-ce qui reste? Un point d'entrée, service après-vente. Il reste du design, du marketing, des responsables, des cadres, etc. Mais finalement, on va dire le chapeau DS au sein de Stellantis, il est très petit, tout comme Lancia, tout comme les autres. Et du coup, ça coûte pas très cher en fait. Donc, d'un côté, on peut se dire, comme ça perd pas d'argent. Mais de l'autre côté, ça veut dire on n'investit pas non plus pour porter le truc, l'organisation en avant. Donc c'est à la fois la bénédiction et la malédiction parce qu'en fait, on peut tout à fait continuer comme ça et maintenir un positionnement en se disant ça coûte pas très cher, donc on continue. Après tout, pourquoi pas. Ça sert une partie de la population, etc. Ou on peut continuer et on peut le faire sans investir beaucoup. Donc c'est un peu le modèle Stellantis qui est un peu la malédiction et la bénédiction. La malédiction parce que ça n'ira jamais très loin techniquement sur la personnalisation du véhicule. La bénédiction parce que ça perdra jamais non plus beaucoup d'argent. Mais imagine seulement si Stellantis avait, je parle en électrique, si Stellantis avait une super base électrique. Tu sais, s'ils mettaient vraiment le prix, qu'ils développaient une super base efficiente, qui charge vite et tout, un truc vraiment cool. En figure de comment ça serait génial, ce groupe. Parce que tu pourrais aller taper sur cette base dans le style qui te plaît, quoi. Tu vois, t'es plutôt sportif, tu vas chez Alpha, ça serait trop bien. Là, le problème, c'est que c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est une base qui est pas ouf, qui est quand même un peu en retard et qui fait un peu rêver pas grand monde, quand même. Et en fait, si t'en aimes pas une, t'en aimes aucune, quoi. Mais l'idée est géniale, franchement. Moi, j'aimerais, le jour où ils investissent dans l'électrique et qu'ils sortent un truc cool, ça sera trop bien, quoi. Tu vois, là, on va avoir STLA Small avec la future 208, dont on sait pas exactement quand est-ce qu'elle sort, avec des trucs genre le volant. Voilà, je cherchais le terme, mais c'est le steer-by-wire, voilà, etc., qui vont peut-être être des marqueurs différenciants d'un point de vue technique, on verra. Est-ce qu'on se rend compte que justement cette innovation arrive chez Peugeot? Ben oui. Alors que DS est censé être la marque haut de gamme, une des marques haut de gamme du groupe, quoi. C'est aussi ça que ça a été évoqué par l'un de vous juste avant, quoi. C'est DS a complètement été perturbé dans son lancement par le fait que c'est Pierre qui a dit ça. Je crois que Peugeot est trop monté en gamme, donc. Peugeot, ils ont carrément monté en gamme. Le symbole de cette montée en gamme, c'était la deuxième génération de 3008, qui a été la poule aux œufs d'or pendant des années de Peugeot, mais qui était ce qu'ils appelaient du premium généraliste, ou du généraliste premium, je sais plus dans quel sens ils le disaient, ce qui fait que DS est complètement était gêné par ça, et visiblement ça va continuer, puisque voilà, tu parles de cette direction, de ce volant inédit qui arrive dans le groupe sur une citadine de Peugeot. Mais tu vois, c'est intéressant aussi, c'est que t'as de la politique en fait. Et c'est peut-être aussi là le problème, c'est que quand t'as 14 marques, enfin 15 maintenant avec Leapmotor, je me rappelle par exemple l'Ypsilon, telle qu'on la connaît aujourd'hui, à la base ça devait être un SUVB. Et chez Alpha, ils ont levé la main en disant non, on veut pas, nous on veut le SUVB, etc. Et donc en gros Lancia et Alpha se sont un peu tirés dans les pattes pour savoir qui avait le SUVB, qui est devenu le Junior.
Et bon, après, ils étaient pas trop mécontents chez Lancia de venir plutôt sur une citadine parce qu'ils se sont dit, ah bah oui, mais quand même, par rapport à l'ancienne Ypsilon, ça faisait trop d'écart, etc., etc. Mais voilà, il y a des effets de politique interne au groupe qui font que les mecs se disputent les projets, les meilleurs segments, etc., où ça devient compliqué à gérer. Moi, je pense que la structure financière, elle coûte pas très cher d'avoir une marque en plus. Et elle te permet de couvrir un segment ou un type de population ou une clientèle. Ou une zone géographique. Ouais, ou une zone géographique. Typiquement, Opel. Pourquoi ça a encore du sens d'avoir Opel? Oui, en France, on peut se dire, oui, c'est un peu superfétatoire. Sauf qu'en Allemagne, ça pèse encore. Dans les pays, encore un peu. Je te vois faire la moue, Florent. Mais ça pèse encore. C'est superfétatoire. En Hollande, etc. C'est encore des marchés où Opel, ça évoque quelque chose aux gens, peut-être même plus que Peugeot ou Citroën, etc. Donc, et que les structures coûtent pas cher. Là où ça pose un problème, c'est qu'effectivement, il va y avoir des guéguerres en interne, il va y avoir, moi je veux le projet là, ah bah moi je veux être le premier à avoir cette techno là, bah non, parce que quand même eux ils vendent plus que toi, et etc., etc. Et ça c'est une structure comme celle de Stellantis, elle génère forcément ce genre de problème. Un prochain podcast, on attendra d'avoir Nicolas, puis on demandera quelles sont les marques qu'il faut supprimer, qui ne servent à rien chez Stellantis. D'ailleurs, je pense qu'on a peut-être fait le tour, non? Je vais juste dire un truc, c'est que DS aussi a eu quelques problèmes de fiabilité, par exemple avec le DS7, qui a fait l'objet de nombreux rappels et que, enfin, je pense qu'en plus, les gens qui ont voulu essayer, ils ont peut-être été vaccinés aussi, quoi. Oui, Nicolas Lapéruque qui est pas là aujourd'hui, il était bien désolé parce qu'il était très motivé justement pour parler de DS. Il avait plein d'anecdotes à raconter, mais peut-être que ça va faire l'objet d'une petite pastille que vous retrouverez à un moment ou à un autre dans ce podcast où il va nous rapporter une anecdote croustillante c'est rien de le dire, sur sa propre relation avec DS. Mais ça c'est pas sûr. On verra s'il veut bien. On a l'impression qu'il a laissé un message sur notre répondeur. Nicolas Lapéruque. Tiens, on a fait le tour, messieurs. Oui, non, qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait faire ça, on pourrait prendre un peu les commentaires et essayer d'y répondre de temps en temps. Tout à fait. On pourrait avoir même une boîte vocale où les gens appelleraient à l'ancienne un petit peu. Je suis premier degré et on pourrait répondre à des questions. Je propose qu'on réfléchisse à ce sujet-là et pourquoi pas. On pourrait tout à fait le faire. On pourrait aussi, et là vraiment l'idée me vient comme ça, faire une version peut-être live un jour de ce podcast. Si on arrive à se coordonner à des heures où les gens sont plus disponibles en fin de journée et avec des échanges avec la communauté, ça pourrait être sympa. Un jour, mon fils est pas malade, s'il te plaît. Voilà, on essaiera de satisfaire toutes les exigences. La soirée pyjama AP. Ouais. Tout à fait. Avec tous en pyjama avec les webcams dans la chambre. Là, je m'emballe. C'est un fantasme. On termine comme d'habitude par un petit tour de l'actualité de chacun. J'ai envie de commencer par on enregistre ça à la toute fin février. Il y a un mois de mars qui est rempli à ras-bord de présentations, d'essais divers et variés. Mais d'ailleurs, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font tous en même temps? Quel est le schéma, en fait? Bien, alors voilà, écoute, on peut en discuter si vous voulez, parce que moi, ça me rend absolument cinglé, parce qu'en plus, à AP, on a une petite équipe, et on se trouve parfois plusieurs semaines sans la moindre invitation, et d'un coup, parfois sur une seule journée, on reçoit 5-6 invitations, toutes concernent la même semaine, tu parles de la semaine du 15 mars. Ah la vache, mais il n'y a pas que ça. Toute la deuxième partie de mars, c'est une horreur. Avril, mais ça commence aussi à être incroyable. Même la chaîne EV, oui. Même vous. C'est fou. Même la chaîne EV est absolument saturée. Mais alors voilà, là c'est un petit peu les coulisses de ce qu'est un média automobile.
on a l'impression, messieurs et mesdames des attachés de presse, vous ne discutez pas entre vous, même à l'intérieur, même d'un même groupe, et on se retrouve le même jour avec des essais, des présentations de modèles importants, et j'ai envie, même personne ne va se reconnaître, tout le moins je l'espère, c'est que parfois, ce sera pas les modèles les plus intéressants, on va recevoir les invitations en premier. Mais oui, on répond par la positive et on envoie quelqu'un. Et puis derrière, il y a des modèles très importants qui arrivent et on se retrouve avec plus personne à envoyer. Et comme on est très poli à AP, on va pas rappeler le premier, on s'est engagé et on ira quand même. Mais c'est un peu agaçant. Mais voilà, il faut arriver. Moi, je suis pas très poli alors. Parce que... Oui, mais toi, mais c'est un métier en fait. On le sait, voilà. Voilà, donc on termine de façon assez classique ce podcast par un petit tour de l'actualité de chacun. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous et pour d'autres, mon cher Andy? Je vais faire pas mal d'essais là sur Mars. Ouais. Pas autant qu'on aurait voulu, mais pas mal. Le gros morceau, peut-être le truc le plus attendu, c'est le Mercedes GLC avec la nouvelle plateforme MB.EA, qui est la concurrente de ce qu'on appelle, mais ce qui s'appelle N-Car, mais ce qui est Neue Klasse chez BMW, avec là tout le contenu technologique qu'on peut s'imaginer, et je suis très curieux de pouvoir sous-peser les deux. C'était ça l'intérêt qu'on t'y en. Moi, je te laisse ce toi qui y aille parce que justement, t'as fait l'X3 et ce qui te permettra d'avoir un point de comparaison direct. Ça, c'est top. Ouais, et sinon, dans le reste de l'actualité, j'ai fait dans les colonnes d'Automoto, vous pouvez lire une petite préhistoire de la Tesla Model S qui nous quitte bientôt. J'en ai parlé sur Automobile Propre, T'en as parlé sur Automobile Propre, un excellent article qui a eu de bons succès. Ouais, tout à fait. JC, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la chaîne EV dans les semaines à venir? En ce moment, c'est un petit peu calme. J'épure les anciens rushs de vidéos, mais ce week-end là, on part tourner une vidéo avec Soufiane d'Automobile Propre. Oh. Ça va être trop cool. Donc, il a fait un article chez vous à propos d'un coffre. Et nous, on va aller mesurer ça. On va prendre 3 fois la même voiture. Une voiture sans rien, une voiture avec un coffre sur le toit et une voiture avec un coffre sur la boule. On va faire la même distance tous les 3. De la voiture, évidemment. Voilà, bien sûr. Et on fait le même trajet en même temps et on va mesurer les consommations. Et il est possible qu'il y ait une grosse surprise. Enfin, c'est plus une surprise vu qu'il a fait un article déjà. Mais il est possible de transporter des bagages tout en gagnant de l'autonomie. C'est quand même complètement dingue. Et je voulais te féliciter, JC, pour ce petit test où tu as fait passer le permis au FSD. C'était une très bonne idée. Excellent. Le full self-driving, donc la conduite autonome de Tesla. Et je ne spoilerai pas le résultat. Allez voir la vidéo. Non, parce qu'on fait pas ça à AP. On a fait un petit article dessus d'ailleurs spontanément. Parce que c'est tellement faux. C'est faux, mais c'était une évidence une fois que ça on en a parlé. Non, moi je le présente même moi-même parce que j'y sais bien trop modeste. Mais c'est une excellente idée de JC avec j'ai mangé son nom. Voilà, Seb Galou du iFrance Café, ancien iFrance Leaf. Café. Tout à fait. À la base, c'était le Leaf France Café. Voilà. Qui se trouve être moniteur automobile, on va dire. Et un vieux de la vieille de l'électrique, hein. Franchement. Voilà, vieux de la vieille de l'électrique. Et ils ont eu la bonne idée de participer. Vous savez, vous avez tous vu, parce que tout le monde l'a fait, ces fameux essais organisés par Tesla du FSD dans sa version complète. Alors, c'est des essais qui sont faits en passager. Donc, des essais en passager d'un système autonome, c'est dire. Mais ils ont eu l'excellente idée de mettre dans le siège passager, justement, un moniteur d'auto-école et avec sa petite grille de moniteur d'auto-école pour faire passer le permis de conduire et pour déterminer si, oui ou non, avec le FSD enclenché, donc ce fameux FSD pouvait obtenir le papier rose. Et donc on vous laisse aller voir la conclusion très 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 intéressante dans cette excellente vidéo.
Ouais, c'était. En fait, suite à mon premier essai, j'avais trouvé qu'elle avait pris un rond-point un peu bizarrement, c'est trop au milieu en fait. Et j'avais envoyé les rushs à Seb avec qui on faisait. Il participait au podcast, tu sais, au premier podcast Automobile Propre avec Eric Dupin. Bref. Tout à fait. Du coup, je lui ai envoyé les vidéos et je lui ai dit est-ce que tu peux vite me faire une vidéo, me répondre toi moniteur et tout. Et il a pas pu. Et puis on s'est dit non mais en fait il faudrait le refaire tranquille. Le jour où tu le passes, je viens. Et on fait ce truc pour voir si elle a le permis, quoi. C'était vraiment trop cool à faire. Mais je pense qu'elle a un peu stressé, hein, la voiture. Elle s'est dit, putain, là, je suis vraiment... Est-ce qu'elle a glissé des stops? Parce que non, alors elle a pas glissé de stop. Et même un stop où tu tournes à droite, où c'est le stop glissé par excellence, elle en a pas glissé. Zut, parce que maintenant, au permis, on pourra glisser des stops apparemment. Donc... C'est vrai, j'ai raté cet épisode. Tiens. Vous avez raté ça? Moi aussi. Ouais. Moi, j'ai déjà été choqué parce que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça qu'on pouvait le passer à 17 ans. Maintenant, le permis, donc bon, c'est fou. Donc c'est un début de réflexion en fait. C'est comme il y a un gros taux d'échec au premier passage et que ça encombre vraiment le système. Il n'y a pas assez de place. Il voudrait faire une réforme et assouplir quelques règles, donc permet de glisser un stop si il n'y avait pas de danger immédiat. Si vous glissez un stop et qu'il y avait une bagnole dans le carrefour, bon bah là c'est mort. Mais l'idée, alors c'est pas fait encore, c'est une. Mais quelle différence avec un céder le passage du coup? Parce qu'un céder le passage, s'il y a une voiture, on s'arrête. Bah, c'est que le stop devient un céder le passage. Si tu vas tout droit, c'est un stop, et si tu. Ouais. Oui, mais un céder le passage, s'il y a une voiture, tu t'arrêtes comme si c'était un stop. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et s'il y a pas de voiture, tu passes, tu le glisses. Non, mais il a raison, là, c'est bizarre. Non, mais il doit y avoir une subtilité. Merci, parce que là, il y a Andy qui me regarde comme si je disais... Il doit y avoir une subtilité. Tu t'arrêtes, même s'il y a personne. Oui, ouais, voilà. Oui, mais justement, si on a le droit de glisser si la règle change. Si la règle change, si tu tournes à droite et que t'as le droit de passer, s'il y a... Ah, il y a une question de... Je pense, ouais. Je pense que tu vas après le stop. C'est ce que je viens de comprendre de ce que disait Florent, mais Florent. Non, il a pas précisé. Est-ce que tu peux clarifier la situation, si tu le sais? Ce podcast finit en bordel de ouf. Comme l'a dit Andy, un stop. Mais moi, c'est ce que je préfère, c'est la fin du podcast. C'est toujours le meilleur moment. Discussion. Non, le stop, la règle, c'est comme a dit Andy, c'est quoi qu'il se passe, tu t'arrêtes. Ça, je suis d'accord. Tu regardes dans le carrefour. Et la nouvelle règle, alors, ça serait quoi? Et toi, comme tu dis, un céder le passage, un céder le passage, si tu vois à l'avance qu'il y a personne, tu peux passer sans marquer d'arrêt obligatoire. Un stop, tu dois marquer un arrêt obligatoirement. Je suis d'accord. Mais quel est le changement, du coup? L'idée, ça serait un stop, si avant tu le glissais un peu, c'était éliminatoire forcément, puisque la règle du stop, c'est de s'arrêter forcément. Là, ça serait de pouvoir permettre de le glisser, c'est-à-dire comme tu dis, un céder le passage. Mais ça se trouve, ça va être un céder le passage uniquement vers la droite. Tu vois, si tu dois traverser une voie, non, tu stoppes. Mais quand tu tournes à droite, vu que et le but, c'est de simplifier le truc. Oui, c'est ça, le postulat de base. Ok, bon, je vais continuer. Quoi qu'il arrive, c'est comme prononcer haricots, visiblement on peut le dire maintenant. Bah, je continuerai de m'arrêter au stop quoi qu'il arrive, et puis voilà. Et tu fais vraiment, genre tous les stops, tu t'arrêtes. Tous, même ceux où tu vois super bien et tout. C'est une vraie question, ça? C'est la règle. Mais moi, je respecte le code de la route, mon cher JC. Ouais, moi aussi. Oh là, on va prévenir les gendarmes de la test de bouche. Je pense qu'il y a un petit papier à faire, Tesla FSD Italian Edition, face à un trafic plus imprévisible. Test extrême. Florent, qu'est-ce que t'as dans tes cartons pour les semaines à venir? Est-ce qu'on a une vision d'actualité à long terme? Ça paraît un petit peu antinomique, mais... Ouais, voilà, moi, comme je dis à chaque fois, je travaille au jour le jour. L'actu me réserve toujours des surprises. Si, il y a un actu que on va suivre de près en mars, c'est la présentation du plan stratégique de Renault. J'ai hâte de le découvrir on va couvrir ça. J'espère qu'il va nous faire plein d'annonces, monsieur François Provost, sur l'avenir du groupe et des marques, avec aussi bien des annonces techniques que des annonces de produits. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus là-dessus, moi. Très bien. Et puis moi, je vais conclure par là, j'ai mon petit planning pour le mois de mars, justement. Alors, il y a des choses que je peux pas dire, et puis d'autres que je peux dire. Donc, effectivement, on a
le Mercedes GLC, vous retrouverez l'essai sur Automobile Propre fait par Andy. J'imagine d'ici la fin du mois. Je sais plus s'il y a un embargo ou pas. Oui, je crois qu'il y a un embargo. On a le droit de dire quand même quel essai du GLC ou pas? Alors, tant qu'on dit pas comment il est, ça va. Je pense que oui, c'est les impressions roulantes qui sont sous tout à fait. L'essai carrément. Alors, du coup, je vais essayer de pas nous mettre dans la panade. J'ai juste cité un essai qu'on va faire qui est très important en mars. C'est l'essai de la Renault Twingo, enfin, qu'on attend avec impatience. Je serai avec vous. Donc, d'accord, super. Est-ce que ce sera sur les mêmes jours ou pas? Lundi, mardi. On en parlera après. Les gens s'en foutent, oui. Les gens s'en foutent. Non, mais si, parce qu'on sera ensemble. On sera ensemble et on va faire la fête. Ça va être cool. Non, on va travailler, pardon. Mais je savais pas. Ok, tu dis ça comme si on avait déjà discuté. On en parlera après. Il y a plein de choses à faire. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Ce sera Victor, du coup. Oh putain. Qui sera. Donc, Victor, avec qui il nous fera une jolie vidéo avec un cadreur sur place, notre bien-aimé Bruno, qu'on retrouvera là-bas. Donc, waouh. Je sais pas si j'aimerais que ce soit les mêmes jours que JC, parce que ça risque d'être, en plus, c'est dans un lieu pas du tout spectaculaire. Qui prête pas du tout à la fête et aux excès divers et variés. Donc voilà, j'en dis pas plus. Ça sera un chouette essai que vous retrouverez donc du coup à la fois sur Automobile Propre et puis sur la chaîne EV. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Bah quand même, au bout d'1h59, oui. C'était oui, hop là, 2 heures pile. C'était long, j'espère que c'était intéressant. On se dit au revoir, n'hésitez pas, un petit, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes, un petit 5 étoiles. Moi je regarde beaucoup Spotify. Un petit 5 étoiles, moi ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va creuser un petit peu cette idée potentielle d'avoir une sorte de boîte vocale avec éventuellement vos questions, ça peut être sympathique. Et puis on se dit à la prochaine fois. À très bientôt. Salut. Ciao.